Les débats de l'été Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur l'antenne de Sud Radio. Thierry Guerrier, je vais avoir le privilège de remplacer ma consoeur, la charmante Valérie Expert, qui prend quelques jours de repos, c'est bien mérité. Alors édition spéciale, débrief, deuxième tour des législatives et d'abord un zapping politique dans quelques instants avec Gilles Gansman bien sûr, mais nous serons ce matin avec ma consoeur, notre grande sœur à tous, Arlette Chabot, journaliste politique. Bonjour Arlette, observatrice depuis quelques années de la vie politique française, quelques années que nous avons partagées notamment ensemble. Et puis à nos côtés aussi, Alex Darmon. Bonjour de la chaîne YouTube Les Indécis, et Nicolas Corato, le président et fondateur du think tank Place de la République, dont on nous disait il y a quelques instants, dans ce bonjour, ça ne s'est pas entendu, mais que vous avez le sourire parce que votre camp a gagné. C'est un sourire hier. responsable. Alors, eh bien, on va parler de la façon dont les médias ont couvert hier soir, évidemment, cette soirée surprise, ce choc tout de même, puisque certes, la France, les Français ont choisi, ils ont tranché. C'est l'union contre le Rassemblement national, mais c'est une France peut-être aussi ingouvernable. La France a tranché, mais la France est dans le flou. Alors, Gilles, ce matin, vous avez décortiqué petit résumé de la soirée. À vous de jouer. Il n'y a pas de jingle. Eh ben alors je vais le faire à la bouche. Jingle, zapping. Est-ce que vous reconnaissez cette musique ? Eh oui, on a assisté à l'école des fans. Tout le monde pensait avoir gagné. C'est peut-être les Français qui finalement ont tout perdu à devoir voter sans conviction. Il est alors 20h quand France 2 annonce les résultats. On va commencer tout de suite avec le bloc du nouveau Front populaire et de cette coalition qui obtient effectivement de 68 à 74 sièges pour la France insoumise, 63 à 69 pour le Parti socialiste. Et la gauche exulte immédiatement. Oui, explosion de joie ici des militants de la France insoumise, plus largement des militants de gauche qui sont réunis ici, place Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris. Il y a des cris, il y a des gens qui s'enlacent, il y a des yeux humides, parfois des pleurs, beaucoup de drapeaux aussi insoumis vers la gauche de cette place, des drapeaux français, des fumigènes aussi qui commencent à être allumés. On aurait cru que Mitterrand était élu et qu'on se retrouvait dans les années 80. Mélenchon, lui, se voit déjà comme le tonton mayonnaise. Vous avez Stéphane Collaro, pour garder mon image de l'école des fans, où il serait le grand Manitou. La défaite du président de la République et de sa coalition est clairement confirmée. Le président doit s'incliner et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit. Le Premier ministre doit s'en aller. Mais au fur et à mesure des résultats, finalement, l'information de la soirée, ça serait pas le bon score de ensemble auquel on ne s'attendait pas. Les ardeurs de Mélenchon vont être tout de suite calmées par François Bayrou. Je pense qu'ils ont voté parce qu'ils ne voulaient pas de l'hypothèse du Front National en majorité absolue. Et il n'est pas vrai que les électeurs de nos familles politiques qui ont voté contre le Front National pour des candidats qui avaient votre étiquette, il n'est pas vrai qu'ils ont voté pour leur programme. Et il y en a un très grand nombre qui ont été obligés de se faire violence parce qu'au contraire, ils étaient contre votre programme. Alors si ensemble reprend du poil de la bête, le PS aussi, parce que le Parti socialiste s'aperçoit qu'il y a peu de sièges de différence avec la France insoumise, et du coup, François Hollande va défendre Emmanuel Macron et les institutions. Non, le président de la République est mis en cause au sens institutionnel, il est mis en cause au sens politique. Il a pris une décision, la dissolution, qui était tout sauf nécessaire et qui était même dangereuse compte tenu de la crise qu'elle ouvrait. Donc il a commis une faute, il a été incompris, la majorité sortante a été amputée et donc il est nécessairement affaibli. Mais il n'est pas mis en cause dans ses prérogatives, dans ses fonctions et comme ancien président de la République. Et petit à petit, on devient un peu vive Macron. Raphaël Glucksmann commence à s'éloigner de Jean-Luc Mélenchon, enfin c'était déjà un peu éloigné, et amorce une idée de coalition.
Le nouveau Front populaire est la première force à l'Assemblée nationale. Mais disons la vérité, nous n'avons pas de majorité absolue. Donc nécessairement, comme le cœur du pouvoir revient désormais à l'Assemblée, eh bien il faudra discuter, il faudra débattre, il faudra finalement changer de culture politique. C'est ça qui est devant nous en France aujourd'hui. Ah, et puis il y a la technologie moderne. Clémentine Autain se fait virer en direct de la France insoumise. Elle l'apprend par WhatsApp. J'ai bien entendu que Jean-Luc Mélenchon, quand il est intervenu sur TF1, il a parlé de 19 députés élus au premier tour pour la France insoumise. Il y en a eu, si on me compte, 20. Donc j'ai bien compris que je ne faisais plus partie du groupe. Et par ailleurs, une boucle a été mise en place très vite là sur les téléphones. Et dans cette boucle, je n'y suis pas. Donc vous voyez, le problème est réglé. Je ne serai pas dans ce groupe-là, aussi parce que, il faut le dire, il y a eu des désaccords, que la France insoumise a beaucoup de mal à supporter, que tout le monde ne soit pas au cordeau, caporalisé. C'est ça le direct et le digital. C'est ça le direct. Bon, alors vous avez vu, je vous ai fait le camp avec le caporal et puis finalement, petit à petit, on s'aperçoit que peut-être Macron a peut-être bien joué et gagné et qu'on se dirige vers une coalition. Et vous allez me dire, Thierry, et la droite et le RN dans tout ça? Bah le RN, Jean-Philippe Tanguy s'est fait rabrouer par une Mariton Dellier remontée par les sondages. Sur ce plateau et j'apprenais la dissolution. Le lundi matin, non mais vous en fait, je pense qu'on vous a assez entendu, si vous voulez parler, il fallait venir au débat. Pendant 4 semaines, le débat a été refusé avec voilà, les nationaux et les locaux que vous avez séchés parce que vous n'avez rien à raconter. Donc, le lundi matin, quand on a dit, monsieur, vous allez nous laisser parler 5 minutes, ça va vous faire du bien. Donc le matin, on a commencé par créer le nouveau Front populaire. Personne ne pensait. Le public est devenu un meeting pour le. Non, c'est pas un meeting, on vous laisse la parole. Mais continuez comme ça, c'est ce qui vous a fait perdre, c'est ce qui vous perdra. Parce que ce pays, il a souffert, qu'il est fracturé, et les résultats. Mais je souffre en vous écoutant à chaque seconde, je vous confirme. Je vais vous ajouter à mon compte pénibilité si on n'abroge pas la réforme des retraites. Vous avez jamais travaillé. Donc vous voyez, vous plaisantez, mais continuez le mépris, la diffamation, la calomnie. Non, vous avez méprisé mais les auditeurs, on va demander un arbitrage vidéo aussi. Si vous voulez, les auditeurs, vous le voyez depuis tout à l'heure coupé. Vous êtes aussi insupportable qu'à chaque fois. Je ne vais pas vous laisser débiter vos éléments de langage. On dit notre programme et c'est ce qui nous a fait gagner. Mais laissez parler la personne qui s'exprime. Voilà. Vous avez compris quelque chose? Non. Mais c'est la reine des punchlines. On a découvert une reine des punchlines. Et puis au passage, puisqu'on parle du service public, je pense que le service public ne sera pas privatisé. Après, la droite s'énerve encore plus en plateau. Florence Portelli, des DLR, pense qu'elle, c'est foutu, quoi. Alors moi, je vais pas prolonger le cours de pipeau général. Je vais vous dire très sincèrement, là, ce soir, c'est officiellement le foutoir au sein du Parlement français. C'est ingouvernable. Moi, j'étais pas très bonne en maths quand j'étais plus jeune, mais je sais encore faire des additions. Et là, c'est impossible. Il n'y a pas de majorité qui va se dégager. Et c'est extrêmement inquiétant. Moi, ce soir, je ne me réjouis pas. Je me réjouis évidemment de la défaite du Rassemblement national, mais je ne me réjouis pas du reste. Je ne me réjouis pas de ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron. À chaque fois qu'il essaie de se redonner une santé, il joue sur le front républicain contre le Rassemblement national. Bonjour. Cours de pipeau général. Cours de pipeau général. Et Franck-Olivier Gisbert, lui, n'en est pas revenu qu'un fichier S soit élu face à Clémence Guettet qui lui a rappelé que... C'est Raphaël Arnaud, le fameux fichier S. Exactement, et Clémence Guettet lui rappelait qu'il parlait d'un député. Des gens, là, je sais pas si Raphaël Arnaud sera élu, comme on le dit, 3 fois fichier S, etc. Oui. Un personnage quand même juste dingue, ce qui montre qu'il n'y a pas eu de campagne, parce que pour que les Avignonnais que je connais votent pour quelqu'un comme ça, on voit que vraiment, c'est un peu n'importe quoi. Donc il faudra qu'ils règlent les problèmes à l'intérieur. Juste je termine, puis après vous écouterez. De la nation, je vous écouterai. Respecter un minimum. Oui, mais enfin on peut aussi. Bah oui, si, la parole reste libre encore, on peut parler. Je suis désolé. Bah oui, mais vous n'avez pas le droit de le jeter comme ça en pâture. Excusez-moi, il y a encore la liberté d'expression dans ce pays, s'il vous plaît. Mais les gens ont voté pour lui, monsieur Gisbert, donc je suis désolée, vous avez le droit de le respecter également. S'il vous plaît, tout va bien, on a la parole. Ça commence déjà, il ne faut pas dire ça. Vous insultez un député de la nation. Mais vous insultez, vous faites, qu'est-ce que vous faites? Vous insultez le président de la République, vous insultez le... Enfin, faut arrêter ça. Ne vous énervez pas. Et finalement, dire que la veille, France 2 avait diffusé, Thierry, un son prémonitoire, sûrement à destination d'Emmanuel Macron. Vous savez quoi? On donnait la recette sur France 2 pour faire une bonne ratatouille. J'allais dire une bouillabaisse. Ça sent que j'ai envie d'en manger, c'est pour ça. Plat de saison. La ratatouille et ses légumes confits se dégustent à l'infini. Allez, je goûte. Et voilà, c'est, je crois, le résumé de mon zapping. Une bonne ratatouille, non? Oui, alors cette bouillabaisse, qu'elle vous inspire,
l'ambiance de la soirée. Simplement sur l'ambiance de la soirée, la façon dont finalement, avec le choc et la surprise, Arlette, Nicolas, Alex, comment est-ce que vous réagissez à cette façon d'aborder la nouvelle culture politique qui doit finalement s'installer dans notre pays, puisque nos institutions n'ont jamais vécu ça depuis le début de la Ve République. Arlette Chabot. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont la culture du compromis. On regarde du côté, on entendait tout à l'heure Raphaël Glucksmann, parce qu'au Parlement européen, si on n'arrive pas à conclure des compromis, voilà. Et puis c'est la culture de nos voisins et amis européens, parce qu'ils ont aussi un scrutin proportionnel. Et tout le monde a assez parlé de l'Allemagne et des mois parfois qu'il faut pour constituer une coalition. Mais il y a un mode de scrutin qui impose effectivement. Là, nous, on a toujours refusé la proportionnelle parce que avec le scrutin majoritaire, on était certain de trouver justement une majorité pour gouverner. Raté, caramba, faut changer. C'est fini. Alors il y a ceux, donc encore une fois, qui ont cette culture, et puis ceux qui sont pas prêts à basculer. On l'a bien entendu, ça c'est Jean-Luc Mélenchon et d'autres. Vous venez de souligner que c'est très peu de gens, c'est Glucksmann et ceux qui ont un peu l'habitude du Parlement européen. Oui, c'est des centristes. C'est aussi François Bayrou qui plaide depuis de longues années en faveur de la proportionnelle, pour arriver à ces compromis. Bon, ben voilà, on a bien compris qu'Emmanuel Macron, qui avait promis lui aussi la proportionnelle comme les autres, était incapable d'accepter une coalition qu'il ne dominerait pas. C'est parce qu'une coalition, ça veut dire qu'on fait des compromis. Donc lui n'était pas dans ce schéma. Et puis donc encore une fois, il y a ceux, Jean-Luc Mélenchon et d'autres, qui disent c'est pas des adeptes du compromis. Nicolas Corato, ils sont perdus, non ? Non, mais je pense que c'est compliqué de se projeter dans l'après si on refait pas un peu la lecture des 3 dernières semaines qu'on a vécues. Ah non, on n'aura pas le temps. Non, mais si, parce que justement, ça explique la suite. On va le faire tout à l'heure. Il ne faut pas passer aux oubliettes immédiatement la maltraitance institutionnelle qu'a été cette campagne législative pour tous les Français. D'ailleurs, toutes les études le prouvent. Que vous soyez de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, les Français ont très mal vécu cette dissolution et la campagne et l'ambiance de cette campagne. Ça explique l'ambiance bordélique de la soirée d'hier. 70% de votants quand même. Donc et ça laissera. Oui, non, mais attendez, ils sont allés voter, mais ils sont allés voter aussi parce qu'ils ont réagi en tant que citoyens à cet acte de maltraitance politique qu'a été la dissolution, cet acte là, vous irresponsable. Le scrutin. Moi, je vous demande la réaction des. Et ben justement, elle explique la réaction. La réaction aujourd'hui, c'est une réaction à la fois de soulagement et de colère dans tous les camps. Et je pense qu'il y a effectivement pour les semaines qui viennent un grand travail de concorde nationale à retisser et de paix civile à garantir. Alex Darmon. Juste rapidement, c'est le bordel. Excusez-moi, il n'y a pas de concorde nationale de ce que vous voulez. Ce matin, la France est ingouvernable, comme on le dit depuis 3 semaines. Vous n'en savez rien. Non, mais ok, mais j'en sais rien. Mais non, mais alors la soirée d'hier, l'ambiance. La soirée d'hier, je suis désolé, ça reflète ça sur les plateaux de télévision. Personne ne sait avec qui il va travailler. On l'a dans le zapping très bien fait de Gilles. On voit qu'une députée est virée en direct de son propre groupe qui appartient au nouveau Front Populaire, qui est normalement le groupe majoritaire. Bref, c'est le bazar. Les plateaux de télé, c'est pas la France. Hein. Alors, mais on a compris une chose, c'est qu'ils se sont mobilisés pour virer Macron parce qu'ils en avaient marre de Macron et ils vont avoir plus de Macron. Eh ben, on verra ça dans quelques instants. On va faire une pause et puis on se retrouve immédiatement sur Sud Radio. Restez avec nous. Les débats de l'été Sud Radio. Vous êtes sur Sud Radio avec cette édition spéciale des débats de l'été, un débrief de la deuxième partie des législatives, ce deuxième tour qui a permis de mener bien sûr les Français à un choix qui est d'éviter que l'extrême droite ne prenne le pouvoir en France, mais une France, disait Alex Darmon à l'instant, ingouvernable. Alors avec nous Arlette Chabot, Alex Darmon, Nicolas Corato, et nous a rejoint Alexandre Malafaille du think tank Sinopia. Au fond, on pourrait se demander, bonjour à vous et merci de nous rejoindre dans ce studio, si l'apprentissage de cette nouvelle culture politique, d'ailleurs, s'agit-il d'une nouvelle culture politique? Est-ce que c'est le retour à la 4e, avec des jours et des jours de discussion et de gouvernement qui seront fragilisés. Parce que Arlette Chabot nous citait tout à l'heure l'exemple allemand, où on sait construire des coalitions, mais il y a aussi, ça c'est l'exemple vertueux, mais il y a l'exemple belge aussi, l'exemple belge, 1 an sans gouvernement, une incapacité à gouverner, un vide institutionnel quasiment, même en Belgique. Ça c'est pas possible parce qu'en France il y aura un gouvernement qui gérera les affaires courantes, très bien. Mais à vos yeux, quel est l'apprentissage que les uns et les autres doivent faire? Alex Darmon, Arlette Chabot.
Non mais déjà c'est obligatoire d'avoir un gouvernement en France. Vous pouvez pas laisser c'est légal. Le gouvernement ne pas agir. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a aussi l'exemple des Pays-Bas qui récemment a réussi à créer une coalition de droite et a réussi entre guillemets à installer une culture politique du compromis. Moi j'y crois absolument pas en France. Pourquoi ? Surtout en ce moment en fait. Vous avez une telle fracture dans la société française. Vous avez une telle fracture entre nos territoires urbains et nos zones rurales que dire aux Français demain des gens qui ont fait la NUPES, et je sais que je vais énerver Nicolas et j'en suis désolé d'avance, mais qui ont fait la NUPES il y a 2 ans et où ça n'a pas marché et qui recommencent aujourd'hui à faire le nouveau Front Populaire qui est la NUPES 2, dire qu'ils vont s'entendre aujourd'hui. Mais comment vous voulez que dans le même groupe vous puissiez avoir, ils sont même pas 200 hein. Quand la majorité macronienne avait 250, eux ils sont même pas 200 et il faut 289 députés pour pouvoir trouver des compromis et voter des lois. Comment vous voulez que des gens comme François Hollande, comme Raphaël Arnaud, on l'a dit, le fichier S élu à Avignon, comme Mathilde Panot réussissent, j'en prends que 3 mais il y en a plein d'autres des exemples, réussissent à s'entendre dans un seul et unique groupe. Moi je pense qu'on est devant une incertitude complète. Zapping médiatique de Gilles Gantman à l'instant montrait, vous donne raison a priori, sauf que par ailleurs il y a le réalisme, le pragmatisme et la nécessité de s'entendre. Arlette Chabot, on se pose la question de l'exemple qui pourrait être le plus vertueux. Il y a tout de même eu une culture dans ce pays de la discussion et de la mise au point d'alliance, de coalition. On n'a plus depuis très longtemps. Après, on n'a pas effectivement la culture du compromis, du consensus, mais on peut avoir l'esprit de responsabilité face à des circonstances exceptionnelles. Vous l'avez dit, il y a 1 an à tenir avant une éventuelle dissolution, à moins qu'il se passe autre chose dans le pays. Donc est-ce qu'il y a des gens... Vous pensez à quoi ? Une démission d'Emmanuel Macron ? Non, moi maintenant, tout est possible. Hein, donc j'arrête de dire quoi que... Donc je dis épisode imprévu, on ne sait pas. Par définition. Mais après, il peut y avoir effectivement, encore une fois, le moment historique, particulier, 1 an encore une fois. Même si le président partait, d'ailleurs, son successeur, il y a débat entre les constitutionnalistes sur la possibilité qu'il aurait ou non de dissoudre et d'aller à nouveau vers les électeurs pour des législatives. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un esprit de responsabilité avec un gouvernement, je ne sais pas, de salut public, provisoire, comme dit Xavier Bertrand, où des gens se disent, bon, il faut quand même que la France tourne, soyons responsables et essayons de trouver 3-4 sujets sur lesquels on peut être d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut faire vraiment un effort. Alors quel peut être le calendrier ? Parce que Emmanuel Bompard nous dit, là aujourd'hui les états-majors vont discuter, demain les groupes vont commencer à se constituer à l'Assemblée, donc aujourd'hui c'est toujours pas à l'Assemblée. À partir de demain ça va. Et puis on nous parle du 18 juillet. C'est le jour de la rentrée obligatoire, c'est la Constitution, deuxième jeudi suivant l'élection, donc c'est le 18 juillet. Les JO, ouverture effectivement de centres d'accueil, voilà. Les athlètes arrivent partout, et puis il y a aussi nos athlètes qui vont élire à l'Assemblée nationale le ou la présidente de l'Assemblée. Donc d'ici là, on y verra un peu plus clair. Déjà, la gauche dit, en tout cas c'est ce qu'on dit du côté des écologistes ou des socialistes, on va se trouver, on va essayer de désigner cette semaine, se mettre d'accord pour proposer un candidat à Emmanuel Macron pour Matignon. Sous-entendu, quelqu'un d'autre que Jean-Luc Mélenchon de ce côté, tandis que chez les Insoumis, on dit mais pourquoi pas Mélenchon ? Donc ça commence bien, mais ils vont essayer de proposer quelqu'un. Après, du côté des macronistes qui restent... parce qu'ils ont un gros bloc, là, ils sont 168. Oui, ils vont être aussi divisés, parce que chacun va essayer de créer son groupe. Mais de ce côté-là, on dit justement, attendons la fin de l'histoire, parce qu'entre les divers gauches, les divers droites, les LR... On va essayer de trouver une solution. Mais quand on fait les additions, moi je ne sais pas très bien faire, je ne sais pas compter, mais un minimum quand même, je vois de majorité absolue pour personne. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Alex, le là sera donné par qui va diriger l'Assemblée. Une fois qu'on aura le président de l'Assemblée, on aura vu comment les groupes se sont entendus. Et après, il y a quelque chose d'encore plus comique et plus drôle. Vous savez, c'est la commission des finances, qui est une commission très importante. Là, vous allez trop vite. On va trop vite. Déjà, je voudrais avoir votre sentiment la commission des finances, c'est l'opposition. Le silence de l'Élysée, c'est-à-dire le château. Alors c'est légitime, c'est logique. Est-ce que c'est pas la preuve que le président finalement est toujours là, bien installé dans son espace, Alexandre Malafaille. Est-ce que vous m'autorisez à revenir un instant sur votre question de culture ? Je vous en prie, allez-y. Parce que je crois que, en fait, les Français, ils se fichent pas mal de savoir si c'est une culture du fait majoritaire, une culture du compromis, une culture de... Si on en est là aujourd'hui, un gouvernement.
Oui, mais si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, ça fait très longtemps qu'on a oublié la culture du résultat. Et qu'à un moment donné, alors avec des réalités réelles ou des réalités perçues, mais voilà, donc aujourd'hui les Français, globalement, la tambouille, le qui, le quoi, la question c'est comment, avec quel projet et avec quelle échéance pour faire les choses. Parce qu'on vote toujours contre et jamais pour. Voilà, mais à un moment donné, il va bien falloir faire pour. Il y a des attentes extrêmement fortes. Si on est passé à côté du sujet, là, avec ces élections, on a raté quelque chose. On a quand même 37% des Français qui, au deuxième tour, ont voté pour le RN ou ses associés. On a quand même 5 Donc millions... la différence d'Alex Darmon, vous dites, de fait, ils vont devoir se mettre d'accord. Ils vont devoir produire quelque chose qui fait que les Français s'y retrouvent sur la santé, sur la sécurité. On parle du pouvoir d'achat. Sauf que tout ça, effectivement, c'est dans un contexte budgétaire qui est même pas pourri, qui est extrêmement compliqué. On a vendu, si je puis dire, la lune aux Français avec cette élection, notamment à gauche, mais aussi à l'extrême droite. Et le résultat des courses, c'est que les caisses sont vides. Donc, je veux dire, je vois pas comment, au bout du compte, dans les prochaines années... C'est pas l'élection qui a déclenché non, mais ça fait 30 ans. Fond. Non, mais oui, mais sauf que, effectivement, faire des propositions totalement hors sol, que vous ne pouvez pas financer, que vous ne pouvez pas mettre en œuvre. Enfin, je rappelle que Bruxelles a placé la France dans le cadre d'une procédure de déficit excessif et que le 20 septembre, on doit remettre une copie pour faire des économies sur 7 ans. Donc on va faire comment pour arriver à faire ça? Alors, Nicolas, je peux partager en partie ce que vous dites, Alexandre, dans le sens où je pense que le sujet n'est pas institutionnel. Nos institutions de la Ve République, elles sont robustes et elles sont suffisamment agiles, elles l'ont démontré par le passé. Il y aura un gouvernement... C'est savoureux d'entendre ça de quelqu'un qui est dans un univers qui évoque la 6e République, même si vous n'êtes pas LFI. Pardon, mais enfin, on a le droit d'être à gauche et républicain et croire aux institutions de la Ve République. Je pense que ce camp-là a gouverné plusieurs années en respectant les institutions plus que n'importe quel autre. D'ailleurs, j'ai l'impression. Mais ce sujet, il y aura un gouvernement. Il faut arrêter d'invoquer le chaos. Il y aura un gouvernement. On votera un budget. La Constitution permet d'aller voter un budget même quand il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. On passe par décret. C'est prévu par ordonnance. Vous allez voir comment les Français vont être contents. C'est prévu. Tout a été d'une certaine manière prévu. Cette Constitution, elle est d'une richesse incroyable, à la fois dans son esprit et dans sa lettre. Donc il ne faut pas s'affoler sur la question institutionnelle. Ça, c'est de la tambouille politicienne. Donc quand c'est la gauche, le 49.3. Le vrai risque. Non, mais on verra, bien sûr, il y aura ces débats. Le vrai risque aujourd'hui, c'est le résultat dans la population de cette élection. C'est l'hystérisation, c'est la confrontation de blocs contre les autres. C'est les débats extrêmement houleux et extrêmement mortifères qui ont lieu, y compris dans les familles, y compris dans les milieux associatifs, y compris dans les milieux professionnels. C'est l'idée que les Français ont été montés les uns contre les autres. C'est ça qui devrait nous interroger aujourd'hui et interroger nos responsables politiques. Pas de savoir comment on forme un gouvernement. Et je rejoins Alexandre Malafaille, le sujet, c'est pas qui sera au gouvernement, c'est comment on répond en un an aux quelques questions importantes, notamment sur le pouvoir d'achat, mais aussi, je suis prêt à en débattre sur l'immigration ou la sécurité, pour que dans un an et demi, il n'y ait pas, non pas 37% des Français qui ont voté Rassemblement National, mais 52%. Non, mais quand Autain, quand Daniel Simonet hier soir sur notre antenne, quand Alexis Corbière finalement nous disent l'hystérisation, en fait, ça a été de nous virer, par exemple. Elle a eu lieu où, cette hystérisation? Sa source, c'est votre camp. La gauche, ça n'est pas la gauche qui a dissous l'Assemblée nationale. Juste après un scrutin extrêmement compliqué et à quelques semaines des Jeux Olympiques en prévoyant 3 semaines de campagne. Donc moi je veux bien que la gauche soit responsable de tout dans ce pays, mais il y a aujourd'hui un homme qui a pris la responsabilité devant l'histoire de mettre notre pays dans ce schéma qui est aujourd'hui le nôtre. Oui, mais c'est pas Macron qui a décidé que la gauche, que le PS devait se trahir, que l'écologie devait rejoindre la France insoumise. C'est une opinion. Mais Gilles a des opinions de temps en temps. Alexandre Malafaille. Moi, si vous voulez, j'observe en tout cas avec beaucoup de consternation ce résultat, comme je pense beaucoup de Français. Et en fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'il y a essentiellement des perdants. Ceux qui fanfaronnent ce matin en disant on a gagné, comme le fait effectivement le nouveau Front Populaire, c'est une analyse tronquée de la réalité. La réalité, c'est qu'effectivement, ils ont un bon score, mais avec une fabrication de résultats qui a bénéficié, qui a profité effectivement d'un certain nombre de reports de voix. Donc, c'est pas une vraie victoire. Et en fait, derrière tout ça, vous avez beaucoup de perdants. On parlait des électeurs du RN, mais les électeurs d'autres, beaucoup de perdants. Les Français sont les perdants de cette élection. Et surtout, il y a beaucoup de cocus réels et à venir, pardon pour l'expression. Parce que globalement, tous ceux qui ce matin se réveillent en disant « Ouais, on a gagné »,
Parce qu'il y a quand même une partie de la France qui se réveille comme ça. On est soulagé, on a gagné. C'est pas ce que j'entends, Alexandre. Laisse-moi finir. Avec un programme qui n'a pas été fait pour gagner. Le programme, il a été fait pour faire barrage. Je me souviens des éléments de langage de la gauche ces derniers jours, qui disaient de toute façon, l'important, c'est de bloquer le RN, d'empêcher une majorité absolue. Ce matin, ils se réveillent en disant, on a un programme, on entend les éléments de langage, il faut qu'on l'applique. Mais très bien, vous allez l'appliquer comment? Et donc, tous ceux qui ont soutenu de manière massive, à gauche et à l'extrême gauche, les candidats qui sont aujourd'hui élus au titre de du nouveau Front populaire, dans quelques jours, quelques semaines, ils vont se rendre compte que, comme entre 2012 et 2014, finalement, la ligne de gauche un peu radicale, elle est pas tenable, et le système va exploser. Et vous allez voir que les cocus, ils vont pas être contents. Hein. Dans un instant, on va retrouver Alex Darmon avec nous dans les grands débats. Vous êtes sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour les grands débats. Mais d'abord, une pause. Les débats de l'été Sud Radio. Les débats de l'été Sud Radio. Les débats de l'été, nous sommes avec Arlette Chabot, Alexandre Darmon de la chaîne YouTube Les Indécis, Nicolas Corato, le président du think tank Place de la République, avec son sourire de vainqueur, et Alexandre arrêtez de Malafaille. Dire ça. Je souris pas, je suis juste un peu soulagé, mais ça durera pas. Alors justement, précisément, Arlette Chabot tout à l'heure, alors qu'Alexandre Malafaille nous disait du think tank Sinopia, il y a que des gagnants, il y a que des perdants, ce matin. Arlette, vous avez réagi parce que je pense que qu'est-ce qui vous a gêné dans ce qu'a dit Alexandre? Les Français se sont déplacés massivement, c'est un record depuis 1981, donc franchement ça veut dire qu'il y avait une mobilisation. Alors ce deuxième tour a pris une allure de référendum pour ou contre l'accession du RN au pouvoir, mais n'empêche que les reports de voix, c'est-à-dire l'accord de désistement, le retrait des candidats, ça marchait pas. Le Front républicain, il était un peu en panne. On disait, franchement, c'est dur, ça marche plus, les gens bougent plus. Mais ça a fonctionné, évidemment, au profit d'ailleurs aussi de Renaissance, les candidats de la majorité. La preuve, effectivement, des ministres qui ont sauvé leur tête, Elisabeth Borne qui a été réélue, c'est quand même assez spectaculaire. Voter quand on est de gauche pour quelqu'un qui a installé la réforme. Et quand vous êtes Renaissance, soutenir un candidat de LFI, c'était pas évident non plus, de la France insoumise. Donc, certains aujourd'hui se disent peut-être qu'est-ce que j'ai fait, mais en tout cas ils l'ont fait en toute conscience. Mais vous avez entendu hier soir François Bayrou qui disait, on l'a entendu dans le zapping de Gilles Gansman à l'instant, oui très bien, mais nos électeurs, nous, Modem, ont voté contre, quand ils votent pour vous, députés de gauche, ont voté contre le RN, ils n'ont pas voté pour votre programme. Oui, d'accord, mais ça on est d'accord, mais tout le monde, franchement, 2017, c'est en conscience, sinon ils se seraient abstenus, ou ils auraient voté blanc. Souvenez-vous, 2017 et 2022, les électeurs de gauche ont voté pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen et ont eu droit au programme de qui? D'Emmanuel Macron. Ah, mais ils l'ont pas accepté, un programme d'ailleurs, pas un programme qu'il a pu remanier, c'est peut-être une de ses grandes fautes politiques, mais ça s'est déjà fait, de voter pour quelqu'un et puis qu'ensuite il vous applique un programme qui est pas du tout à l'unisson de vos convictions politiques ou de vos opinions. Je rejoins le mot de Madame Chabot, c'était un référendum qui a été conçu et vécu à gauche comme un référendum pour la République. Et puis l'autre erreur, elle vient aussi de Jordan Bardella qui a oublié une règle en politique, c'est qu'on tue pas l'ours, on ne crie pas victoire avant d'avoir tué l'ours, et à force de dire moi Premier ministre, moi Premier ministre, on reviendra sur les causes de la défaite. C'est une erreur de communication qui a fait que les gens ont pris peur aussi en disant ça y est, c'est bon, ça va le faire. Ça serait intéressant de revenir à Gilles tout à l'heure sur les raisons de la défaite du RN, mais Alex... Juste simplement, je pense que dans l'émission, il va aussi falloir parler de comment on va gouverner. Alexandre Malafaille l'a dit, de quelle façon, aujourd'hui, si le Front populaire, le nouveau Front populaire est appelé à Matignon, comment il va gouverner. Mais avant ça, il faut quand même dire une chose sur les résultats d'hier. Vous êtes dans un scrutin qui n'est pas proportionnel. Hier, le nouveau Front populaire arrive en tête, d'une courte tête, mais arrive en tête. Donc la tradition républicaine veut que ça soit un membre du nouveau Front populaire qui vienne à Matignon demain, après-demain, quand le président de la République choisira de l'appeler. Mais la réalité, c'est que hier, quand vous regardez les votes en termes nominal, vous avez presque 10 millions, plus de 10 millions de Français qui vont voter Rassemblement National. Mais pas pour faire barrage à qui que ce soit, je pense, mais par adhésion, ça c'est mon analyse, par adhésion, et vous avez derrière le nouveau Front populaire qui arrive, qui est à peine au-dessus de 7 millions, et derrière Ensemble qui est à 6 500 000 votes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, quand vous aurez une élection présidentielle, vous n'aurez pas de barrage, vous n'aurez pas d'alliance, vous n'aurez pas de désistement. Pas. Non mais au premier tour en tout cas, premièrement, et deuxièmement, au deuxième tour, vous aurez 2 candidats. Oui, mais donc, il faudra voir quels candidats arriveront à ce moment-là en tête, parce que 10 millions, faire 10 millions
pour le Rassemblement national hier sur une élection législative avec un score de participation à l'élection présidentielle. C'est pas une défaite en soi. Ah non, mais c'est énorme. Non, mais hier on a évité le pire. Non, mais on n'a pas inventé le meilleur. Sauf qu'il faut quand même dire. Il faut être très clair. Non, mais je suis d'accord, mais sauf qu'il faut quand même dire une chose, c'est que hier, le nouveau Front populaire se retrouve, je crois, ce matin avec 184 ou 185 députés en faisant 7 millions de votes, quand le RN se retrouve avec 140 députés en faisant 10 millions de votes. Ça fait depuis 1958 que c'est comme ça. Mais ce matin, des Français, aujourd'hui, après 10 ans de macronisme, ou presque 10 ans de macronisme, se lèvent en ayant mal à la tête. Près de 10 millions de Français ne comprennent pas ce qui se passe dans le pays. Très bien, c'est pour ça qu'on dit que c'est un système, juste un point, le système n'a pas été conçu pour gérer ce type de problématique. Le système a été conçu pour fabriquer effectivement des vraies majorités. C'était en ce sens qu'on a ces institutions et elles l'étaient dans un paysage politique qui était globalement qui garantissait que l'une des deux grandes formations serait aux affaires. Là, on est dans une tripolarisation qui risque de durer encore un certain temps et donc vous avez cette incapacité à faire sortir des majorités franches et effectivement un corps électoral, je maintiens ce que je dis, qui est effectivement peut-être satisfait pour partie parce qu'ils ont gagné, parce qu'ils ont voté contre, mais ils ont voté pour quoi? En fait, c'est pour ça. la République. Oui, mais ça, c'est pas rien. Non, c'est pas un mot. C'est pas un mot. Vous avez banalisé l'extrême droite depuis des semaines. Mais pour nous, c'était important. Et pour un certain nombre et une majorité d'électeurs, c'était important. Rien du tout. J'alerte depuis des années, de manière non partisane, sur le fait que la France des colères est là et que l'échec de la méthode qui s'est construit décennie après décennie sur le fait de promettre et de pas tenir va une fois de plus se répéter. C'est ce que je dis. Moi, ça c'est compliqué de dire ça. Non, mais pardonnez-moi. De ne promettre et de ne pas tenir. Quelles sont les... Il y en a des promesses, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Les promesses, rappelez-vous les promesses du candidat Macron en 2017. Et ces promesses n'ont pas été tenues pour beaucoup de Français. La France des colères, elle est pas fictive, la France des colères. Pourquoi, Alexandre Malafaille, pourquoi, et ça peut être un débat maintenant, pourquoi est-ce que le Front National, le Rassemblement National, pourquoi est-ce que Jordan Bardella a perdu? Pourquoi cette France des colères, finalement, a tout de même perdu hier soir? Parce que de toute façon, le courant porté par le RN n'est pas majoritaire dans le pays. Ça, c'est très clair. Après, on peut toujours commenter... Vous ne pouvez pas dire ça. Si, je le dis. Vous n'avez pas vu les élections européennes. Vous n'avez pas vu les élections européennes. Majoritaire, c'est 50% plus une voix. Le Rassemblement National progresse à cette élection. Voilà, le RN est à 37% sur ce le RN est à 37% sur ce deuxième tour, mais il n'est pas majoritaire. D'une part. Après, effectivement, la mécanique électorale est ainsi faite et qu'elle permet effectivement de fabriquer des coalitions qui peuvent être effectivement plus ou moins acceptables d'un certain point de vue, mais en tout cas, elle permet de faire élire des gens qui se retrouvent en face et qui donc obtiennent 50 plus une voix. Très bien. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais moi, ce que je dis entre les deux tours, il faut entendre. Là, c'est la mécanique électorale classique de notre système uninominal à deux tours, où effectivement, vous avez un certain nombre de candidats du RN qui, en plus, pour partie d'entre eux, étaient bizarres, pour reprendre la formule des tontons flingueurs, plus effectivement les fautes de quart du RN sur un certain nombre de sujets. Quand ils se présentent sur la réforme des retraites, ils disent vraiment ça sera 66 ans. C'est sûr que les Français sont perdus. Quand ils balancent le truc, le pavé dans la mare sur les binationaux, forcément. Donc il y a évidemment un trouble. Le rôle du président de la République, chef des armées aussi, qui s'est installé en disant ils sont peut-être pas prêts, ils sont peut-être plus racistes qu'eux, ils sont peut-être exactement. Donc ça leur a fait forcément perdre des électeurs. Mais de toute façon, ils n'auraient, les projections. Moi, j'avais l'impression quand les sondeurs nous annonçaient 250, 280, en fait, qu'on fabriquait les éléments de langage pour annoncer la défaite du RN. Alors, il y a une impression hier soir qui était sur ce plateau, dans ce studio, Arlette, par exemple, Françoise Degois disait... On mesure à quel point le Front républicain fonctionne, c'est un peu votre idée aussi ce matin, mais du coup, le RN, faut arrêter de s'inquiéter, de s'affoler, notamment pour 2027, parce que ça reste un considérable repoussoir, la France n'en veut pas. Vous êtes aussi optimiste tous les quatre, Arlette Chabot? Non, mais c'est pas un problème d'optimisme, c'est qu'il y a 10 millions de Français, moi je reprends toujours la formule de Jean-Luc Mélenchon, c'est des fâchés et pas des fachos. Ce problème, c'est que la gauche ne parle pas à ces fâchés et n'essaye pas de les comprendre et de résoudre des problèmes. Donc, je veux dire, le nombre des fâchés augmente pour des tas de raisons, parce que c'est effectivement, il suffit de regarder sociologiquement l'électorat du RN et vous le comparez à l'électorat notamment des Insoumis. Vous voyez bien, ce sont ceux qui gagnent le moins, les tout petits salaires. Ce sont des gens qui sont moins diplômés, qui sont ouvriers, parce que l'électorat ouvrier, il vote RN. Et regardez en face ce que l'électorat des Insoumis, notamment, ce sont des gens qui sont diplômés et qui sont plutôt, on va dire, cadre moyen. Donc, il y a une différence. Mais tant qu'on ne leur parlera pas, qu'on réglera pas leurs problèmes, qu'on leur dira que c'est des cons absolus parce qu'ils veulent garder leur voiture, parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport, que c'est des cons absolus parce qu'ils veulent pas changer de chauffage quand ils vivent à la campagne et que ça fait quand même beaucoup la voiture et le chauffage,
Donc voilà, et puis je peux rajouter la liste, le salaire, les difficultés des gamins et tout ça. Donc si vous considérez, sans compter les agriculteurs aussi, qui sont aussi pris dans une tourmente, si vous les ignorez en disant que ce sont des abrutis fascistes, c'est pas possible. Donc il faut les écouter et leur répondre. Les écouter, s'en inquiéter ou pas s'en inquiéter du tout? S'en inquiéter. Enfin, moi je suis pas à gauche, je suis pas à droite, je suis pas au centre, je fais pas de la politique, je fais juste commenter. Non mais je suis désolé, je fais juste commenter. Donc vous êtes de droite? Bah si vous voulez, ça c'est vous qui le dites. J'essaie d'être juste objectif. Non mais j'essaie d'être objectif. Alex, allez-y. S'en inquiéter ou pas? Parce que l'idée qu'après tout, c'est un repoussoir éternel. Non mais on peut pas dire que c'est un repoussoir éternel. Aujourd'hui, le Rassemblement national n'a jamais été aussi élevé dans notre pays. Et c'est pas parce qu'ils votent contre par rapport aux autres partis en face. On vote aujourd'hui pour le Rassemblement national par adhésion. Hier, vous avez que 130 ou 140 ils doublent leur score quand même par rapport à 2022 58% en termes de députés. Et si le nombre de députés est aussi bas au final pour le Rassemblement national, je suis désolé, c'est parce qu'il y a des désistements. C'est parce que si vous parlez d'alliance contre nature entre le LR Ciotti et le RN, vous pouvez parler d'alliance contre nature entre les députés macronistes ensemble et des députés LFI. Vous avez des députés macronistes qui se sont désistés pour des députés LFistes. Et c'était impossible à concevoir il y a encore 2 ans ou même quelques semaines au moment des européennes. C'est le génie de Gabriel Attal, ça. Je sais pas si... Non mais attendez, Gabriel Attal, il fait rien sans le président de la République. Il faut arrêter de dire que sur cette élection, Gabriel Attal a décidé de tout et que Emmanuel Macron est responsable de rien. Donc à partir d'un moment, il faut se dire oui, il faut s'en inquiéter si vous voulez lutter contre le Rassemblement national, parce que traiter les gens de fachos, dire qu'ils vont voter Rassemblement national juste parce qu'ils sont racistes, ça ne marche plus. Mais globalement, ce qu'on a eu, c'était un référendum qui était pour ou contre le Rassemblement national. C'était juste ça, cette élection. Oui, mais Nicolas Corato sur l'avenir, la question de l'avenir. Sur ce que disait Arlette Chabot, c'est vrai que la gauche n'a pas suffisamment parlé et insuffisamment parlé à cet électorat de tout temps, mais je vais dire la droite aussi. Et le problème, c'est que personne ne leur parle à ces habitants de la France des lotissements, effectivement, qui sont non seulement ceux qui subissent de plein fouet la mondialisation et le délitement de nos services publics, mais qui sont ceux qu'on pointe du doigt. C'est-à-dire qu'il y a une notion morale. Ces gens-là ne vivent pas comme ils devraient vivre. Et c'est peut-être ça aussi une partie du ressort du vote Rassemblement national. On a mis une partie de la population française au banc de la société. Et on les a montrés du doigt et on les a culpabilisés sur la manière dont ils vivaient, sachant qu'ils vivaient selon ce qu'on leur avait dit. Les lotissements, on leur a demandé d'aller vivre dans des lotissements. On a fait la promotion de ces maisons. On a viabilisé ces terrains. On a artificialisé des sols. C'est pas eux qui sont allés s'installer là où ils sont. On parle de gens comme si c'était... Non, mais parce que je les connais aussi. Parce que je les connais aussi. Oui, non. Eh ben, il faut leur dire qu'ils ne sont pas responsables. C'est les débats de l'été. C'est passionnant. Et on se retrouve dans quelques instants. C'est parti. Les débats de l'été Sud Radio. Et c'est parti, on se retrouve ce matin pour ce débat de l'été avec une édition spéciale. Bien sûr, on a eu le zapping de Gilles Ganzmann, remarquable avec les grands moments de cette soirée. On se retrouve aussi avec Alex Darmon de la chaîne YouTube Les Indécis, Nicolas Corato du think tank Place de la République et Alexandre Malafaille du think tank Sinopia qui, sinon s'affrontent, tout au moins confrontent leurs analyses ce matin sur cette soirée, sur ce choc, cette surprise. La France dans le flou maintenant, bien sûr. Certains disent dans le bourbier, nous verrons cela. Quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui du président de la République et comment expliquez-vous ce silence de la part d'Emmanuel Macron? Nicolas Corato. J'ai l'impression qu'on revient à un système un peu normal, où le président de la République, normalement, n'intervient pas dans ces cas-là. Il est beaucoup trop intervenu. C'est-à-dire que si vous posez la question du silence aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est parce qu'il a peut-être été trop bavard par le passé. Donc je dirais que c'est la situation un peu normale. Là, aujourd'hui, les institutions doivent retrouver leur cours. Il y a des partis politiques qui négocient. Il y a une majorité qui doit, ou pas, se trouver à l'Assemblée nationale. Et le président de la République doit nommer un Premier ministre. Voilà, il n'a pas besoin d'en dire plus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il aurait d'autre à dire ? Je pense qu'il serait mal à l'aise de commenter l'état du pays dont il est en très grande partie responsable. Et il a été lâché par son Premier ministre et par Horizon. Ah ouais. C'est aussi très violent. C'est de l'actualité. J'ai pas pu le mettre dans mon zapping, mais c'est aussi l'actualité forte d'hier. Ce discours incroyable d'Attal. De Gabriel Attal. Tu l'as subi. Oui, exactement. Et puis la même chose de Horizon qui lui a dit allez, ciao, bye bye. Alexandre Malafaille, vous avez trouvé comment, qu'est-ce que vous a inspiré le discours du Premier ministre sortant, Gabriel Attal?
Il a pris très clairement ses distances, comme beaucoup d'hommes et de femmes politiques du camp présidentiel l'ont fait depuis 3 semaines. Quand on a entendu Bruno Le Maire traiter les conseillers du président de la République de cloporte, quand on a entendu effectivement un certain nombre de déclarations, on se rend compte que oui. Et puis voilà, il suffit de voir les photos qui ont circulé, Gabriel Attal qui découvrait la dissolution. Rappelez-vous cette photo absolument incroyable. Voilà, on voit bien que le président a décidé seul, comme il le fait depuis des années. Il met beaucoup de gens dans une situation qui était totalement imprévue, improbable. Maintenant, effectivement, c'est normal qu'il ne parle pas à court terme, parce que de toute façon, à ce stade, il n'a pas grand-chose à dire d'utile. Il va certainement être amené, de toute façon, à prendre des décisions. La première d'entre elles, ça va être je maintiens Gabriel Attal un certain temps ou pas. Le plus longtemps possible, peut-être. Alors, vraisemblablement, parce que de toute façon, à court terme, la problématique, c'est que qui est capable d'aller à Matignon pour faire quoi ? Il n'y a pas de... On va en reparler après 11h. Voilà. Donc, je pense que pour l'instant, il attend. Il est possible qu'il prenne la parole à son retour de Washington, une fois qu'il aurait été au sommet de l'OTAN, pour clarifier les choses et pour dire, voilà, je maintiens le gouvernement actuel jusqu'à la fin de l'été. J'attends que les formations politiques proposent quelque chose de cohérent et de stable. Et ensuite, effectivement, on pourra installer quelqu'un à Matignon. Mais tout de même, messieurs, est-ce que vous n'êtes pas en train, est-ce que nous ne sommes pas en train d'évacuer un peu rapidement le président de la République ? Je vous donne juste un chiffre. Le Front Populaire, la gauche, c'est 182 sièges. Peut-être aller avec les divers gauches et d'autres, on peut presque atteindre les 200. Mais aujourd'hui, ensemble, deuxième position, 168, presque 170. Si on y ajoutait quelques LR et quelques divers droites, eux aussi sont autour des 200. Donc finalement, c'est une défaite à ce point-là. Est-ce qu'on n'évacue pas trop vite le président ? Il a encore quelques cartes, une marge de manœuvre, Alex Dacamon. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il parle pas d'ailleurs. Enfin, c'est très bien joué stratégiquement parlant. C'est qu'il a rien à dire. On l'a dit depuis tout à l'heure sur ce plateau. Il a rien à dire. Juste à regarder, juste à observer et à voir comment il peut se placer. Parce que, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il dise ce matin par rapport aux résultats d'hier? Comment voulez-vous qu'il se projette? Il laisse parler les autres, il laisse essayer de s'arranger effectivement le nouveau Front Populaire pour trouver un nom d'un Premier ministre dans les 2-3 jours qui viennent. Bonne chance à eux, parce que franchement, quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon hier soir à 20h05 qui dit il faut appliquer juste le programme du nouveau Front Populaire et rien que ça par décret. D'abord, il ment, parce que c'est impossible d'appliquer par décret le programme du nouveau Front Populaire, abroger la réforme des retraites, c'est impossible de le faire par décret. On va en parler, mais revenons à Emmanuel Macron, il a été sanctionné. La France lui a dit quand même stop. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que son intérêt, c'est de laisser parler les autres énormément, de les laisser dire énormément de bêtises pour après arriver et essayer de faire une coalition qui viendrait un peu sauver le monde, quoi. Nicolas Corato. Il y a une forme de paradoxe, c'est-à-dire que on voit bien que l'opinion a sévèrement sanctionné le président de la République et que d'une certaine manière, institutionnellement, il n'aura peut-être jamais été aussi fort qu'à partir de demain. Pourquoi ? Parce que, et on peut pas s'en réjouir, ce qui s'est passé hier, c'est quand même aussi l'empêchement du pouvoir législatif. Ouais. Le président de la République, à la tête de l'exécutif, il a eu sa clarification. Lui est tout puissant, impuni, immuni, et d'une certaine manière, va pouvoir activer tous les leviers de la Constitution. En face, un Parlement qui va être empêché, qui va être divisé, dans lequel les majorités vont être extrêmement restreintes, voire même rares, voire même inexistantes. Ce qui veut dire quand même qu'on s'apprête à vivre 2 ans, peut-être un an, au cas maximum, mais certainement peut-être un peu plus, avec un président de la République qui va être au centre du jeu institutionnel. Il est obligé quand même, il est obligé d'avoir un Premier ministre et un gouvernement. Ça, c'est la Constitution, le prévoit. Mais donc Nicolas, il est obligé de nommer un Premier ministre. Et ensuite, le Premier ministre et son gouvernement vivront la vie devant le Parlement. Et lui apparaîtra à la tête de la présidence, de l'exécutif, comme le recours et la stabilité institutionnelle. Mais donc c'est là tout le paradoxe. Mais donc c'est ingouvernable. C'est ce qu'on dit en début d'émission, vous me disiez non. C'est pas vous, mais en général, c'est ingouvernable. Là, on sait, formellement, structurellement, légalement, on sait que la démission de Gabriel Attal va être prononcée ce matin. Très bien, elle a été portée au président de la République, mais on sait qu'il peut le renommer pour gérer les affaires courantes, et ça peut durer, comme dit Nicolas Corato, des semaines et des semaines et des semaines. Il peut l'accepter, il peut refuser la démission. Il peut refuser la démission pour le moment. Ce qu'il va sûrement faire. Mais le problème, c'est qu'après, il y a quand même une chose qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent, c'est que vous avez des ministres qui ont été élus députés, d'accord ? Ces ministres, ils ont la possibilité de rejoindre l'Assemblée nationale pendant 1 mois. C'est-à-dire que s'ils ne siègent pas dans le mois qui vient, je pense à Agnès Pannier-Runacher, à Gérald Darmanin et à d'autres, Stéphane Séjourné, qui ont été élus, s'ils ne siègent pas dans le mois qui vient à l'Assemblée nationale, ils ne pourront pas être députés sous la prochaine législature, c'est leur suppléant qui prendra leur place directement.
qu'est-ce que vous allez dire à ces ministres-là? Parce que eux, ils ont compris que le vent allait tourner, qu'ils seraient sans doute pas ministres dans le prochain gouvernement. Ils vont devoir abandonner leur poste. Ils vont peut-être démissionner. Ils vont démissionner, mais donc ça veut dire que vous allez renommer des ministres pour un mois sous le premier ministrable Gabriel Attal. Vous vous rendez compte du bazar institutionnel démocratique que c'est? Non, mais donc c'est pas l'Allemagne, c'est la Belgique. Bienvenue. Oui. Non, mais bienvenue la Belgique. Le truc le plus intelligent, le truc le plus intelligent qui pourrait sortir de cette période, je dis bien le plus intelligent, mais c'est extrêmement compliqué compte tenu des grands écarts politiques entre les uns et entre les autres, c'est effectivement que au terme d'une période que les Français accepteront sans doute, parce que de toute façon on va rentrer dans le moment des vacances, on va avoir la trêve olympique qui va quand même un peu, on va dire détendre et puis orienter les consciences ailleurs, puis après il y aura la rentrée. Mais imaginons que cette période-là en revanche soit mise à profit par les appareils politiques pour essayer de trouver une espèce de ce que les Allemands appellent une grosse coalition, et être capable de dire voilà sur 3, 4, 5, 6 lignes, mais pour faire vraiment, c'est-à-dire que l'avantage des Allemands quand ils passent un accord de coalition, ils mettent parfois 3 mois ou 4 mois pour y arriver, mais après ils le tiennent, c'est-à-dire qu'ils l'appliquent parce qu'ils se mettent d'accord là-dessus et c'est solide, voilà. Mais est-ce que on peut réunir une famille politique entre guillemets républicaine qui va des républicains jusqu'aux socialistes, ou est-ce qu'on peut imaginer que des communistes aux membres d'Horizon, on peut arriver à fabriquer quelque chose? Parce que arithmétiquement parlant, ça tient, compte tenu du fait qu'il faut 289 pour être un peu solide pendant au moins quelques temps, ou pas. Mais je sais, les grands écarts pour l'instant programmatiques sont invraisemblables, et après il y a quand même quelques problèmes de grands écarts sur les personnes aussi, parce qu'on voit quand même que dans chacune des familles politiques, il y a des personnalités qui peuvent être considérées comme très urticantes. Alors si on laisse de côté LFI, ça ira, mais vous imaginez si on laisse de côté LFI, le bruit qu'ils vont faire. 85 députés. Voilà, vous imaginez le bruit qu'ils vont faire. Le bruit et la fureur, on n'a pas fini d'en manger, si je puis dire. La coalition Alexandre Malafaille, c'est tout sauf du macronisme. Excusez-moi, la droite, la gauche, normalement, selon lui, ça a disparu depuis 2017. Est-ce que vous imaginez, voyez sur les réseaux sociaux, certains réagir, notamment sur Twitter, en disant mais finalement, une alliance entre Ensemble, LR, des divers droites et une partie de la droite de la gauche, en quelque sorte, qui se rallierait, ça pourrait être une coalition crédible. Ça vous paraît crédible, ça, Nicolas Corato? Je crois que le sujet, c'est pour faire quoi? Moi, je crois que rien n'est crédible aujourd'hui. Tout est possible, mais rien n'est crédible. Le vrai sujet, c'est pour faire quoi? Moi, je reviens quand même à cette étude. Et mathématiquement, ça fait pas 289. S'il y a des gauches, la Fondation Jean Jaurès a fait une étude il y a un an qui s'appelle La France fatiguée, dans laquelle on voit que les Français sont fatigués de l'enchaînement des réformes mal comprises, mal appliquées, maltraitantes, et que d'une certaine manière, une forme de pause institutionnelle dans les réformes et un gouvernement qui, pendant un an et demi, permettrait au pays de panser ses plaies, de se rassembler, de refaire nation, parce que tout va se passer à l'échelle des citoyens. Il faut arrêter de parler des partis politiques. Ce qu'on a vu là aujourd'hui, ce qui s'est passé pendant 3 semaines, ce sont des citoyens de l'extrême gauche à l'extrême gauche qui ont pris leur destin en main. Et je pense que ce sujet-là, cette énergie citoyenne, eh bien, d'une certaine manière, il faut peut-être la laisser à l'œuvre. Alex Darmon, Nicolas Corato, Alexandre Malafaille, Gilles Guizman qui a été avec nous pour le zapping. On se retrouve tous, peut-être avec Frédéric Dabi de l'IFOP dans quelques instants, après le flash de 11h. Vous êtes sur Sud Radio, les débats de l'été, à tout de suite. Les débats de l'été Sud Radio. Et maintenant, que vais-je faire ? Eh oui, la question que se pose le prince en son château alors que sa belle, la France, l'a quitté tout de même. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Frédéric Dabi est avec nous. Bonjour. Ce sont les débats de l'été. Bonjour Frédéric, vous êtes le directeur général de l'IFOP, je le rappelle, même si nos auditeurs vous connaissent bien. On est ravis de vous accueillir car on va se poser cette question. Et maintenant, que faire? Vous êtes avec nos côtés Alex Darmon de la chaîne YouTube Les Indécis, Nicolas Corato du think tank Place de la République, plutôt à gauche, Alexandre Malafaille du think tank Sinopia, pardon de ce schéma, plutôt à droite. Non. C'est pour que nos auditeurs... Vous diriez comment? Vous définiriez comment? Nous, on est volontairement non partisans. Oui. Votre sensibilité nous, on travaille sur les questions... pour la victoire de la gauche. En fait, nous, on travaille sur les questions de gouvernance. Donc, on va beaucoup plus s'intéresser aux problématiques du pays, de l'opinion, du comment on fait, plutôt que de savoir si ça ou ça, c'est pas bien. C'est pas notre fond de sujet. Alors, on va reprendre cette question. Et maintenant, que vais-je faire quand on est le président de la République et qu'on se pose cette question? On commence par regarder les chiffres. Les chiffres, c'est vous, Frédéric Dabi. Et alors, j'ai le souvenir de vous avoir écouté avec Valérie Expert ici lundi dernier. Vous, très clairement, vous annonciez 3 blocs et une ingouvernabilité potentielle de l'Assemblée nationale, cette chambre introuvable. On y est, très bien. Mais alors, personne chez les sondeurs, ni d'ailleurs chez les journalistes politiques, balayons devant notre porte, personne n'était capable de dire la gauche va gagner.
Alors, je vais revenir sur les faits. C'est vrai que j'ai parlé lundi d'ingouvernabilité. On y est. Je suis revenu vendredi chez notre ami Benjamin Glaise à Sud Radio dans la matinale et j'ai parlé d'incertitude sur l'ordre d'arrivée. Regardons la dernière projection IFOP fiduciale pour LCI Sud Radio. Mais il y a des raisons. Ça, c'est le temps très court. La campagne a été ultra courte et clairement, le jeu des désistements a favorisé, a enclenché un front républicain beaucoup plus fort qu'en 2022, puisque 2022, le fait majeur, c'est ces 89 députés RN que personne n'avait vu. On était monté à 45 ou 50 avec IFOP fiducial pour Sud Radio, LCI et le Figaro. Mais quand je regarde la projection que nous avons fait vendredi, clairement, la tendance avait été donnée. Le nouveau Front populaire était entre 155 et 185 sièges, il est à 182, alors c'est le haut de la fourchette. La majorité entre 120 et 150, ils sont à 168, un peu au-dessus, mais surtout, le fait majeur, on va pas se mentir, et nos auditeurs suivent l'actualité, personne n'a donné le RN avec 150 sièges. Ça a été un choc hier soir. Mais ça a été un quand choc on hier prend soir. Le bas de la fourchette du RN, au soir du premier tour à Sud Radio et à TF1, on était à 240 sièges. Puis on était à 210 sièges jeudi, on était à 170 sièges vendredi. La tendance était quand même là. Parce que Front républicain, très très bon report, qui ont été encore meilleurs, et j'ai un petit regret de ne pas avoir fait d'enquête samedi. Je pense que la tendance aurait été, amplifiée. Et puis je pense que l'affaire des brebis galeuses n'a pas été majeure. Les brebis galeuses du Rassemblement national, les fameux députés. Ça a réactivé une question, mais sont-ils capables d'être au pouvoir? Alors pourquoi le RN a-t-il perdu, Alex Darmon? C'est très intéressant ce que vient de dire Frédéric sur les brebis galeuses. Moi je pense qu'effectivement, quand vous êtes un parti qui doit gouverner, qui veut gouverner, vous pouvez pas faire ce qu'ils ont fait la semaine dernière. C'est-à-dire, ils ont fait quoi? Il y a 2 semaines, même pendant ces 3 semaines, nommer des gens qui ne sont pas compétents. Nommer des gens qui tiennent des propos racistes, antisémites. Excusez-moi, mais d'ailleurs, mais c'est pas nouveau de venant du Rassemblement national. C'est pas les insulter de constater dans l'histoire. Je suis d'accord avec vous. Vous avez raison. Souvent des candidats qui ne savent pas. On l'a bien vu là avec les réseaux sociaux. Enchaîner 3 phrases cohérentes. Vous avez raison, sauf que ça veut dire que la dédiabolisation ne fonctionne pas encore complètement. Vous êtes un parti comme celui-là, un parti qui quand même aujourd'hui a 140 députés, 150 députés, qui aspire demain à avoir une candidate présidente de la République ou un candidat nommé Premier ministre, j'ose espérer pour eux quand même, à un moment donné, qu'ils vont s'entourer, qu'ils vont avoir un responsable des ressources humaines, comme dans tout groupe normal, et qui vont essayer de contrôler les gens. Quand vous avez des candidats qui disent je ne suis pas raciste parce que mon dentiste est juif et mon ophtalmo est musulman ou l'inverse, je ne sais plus. Mon ophtalmo est noir. Non, musulman. C'est son chien qui est noir. C'est qu'il y a quand même un problème, c'est que le Rassemblement national n'est pas prêt à gouverner, c'est tout. Très bien. Alors revenons aussi sur ce qu'évoquait Frédéric, sur les pourquoi on n'a pas vu venir tout de même la victoire de la gauche. Personne, hier soir, vous-même, Nicolas Corato, vous n'attendiez pas ce résultat. La victoire de la gauche, attention, il n'y a pas de victoire de la gauche. La gauche est en devant. On est sur 3 blocs qui sont assez, excusez-moi Nicolas, je me tais, qui sont quand même assez équivalents. Non, mais là, il y a une vingtaine de sièges. Vous êtes d'accord pour considérer factuellement ce matin 182, c'est le premier groupe, c'est le nouveau Front populaire. Est-ce qu'on fait un gouvernement avec 182 sièges? Je ne pense pas. Mais encore une fois, moi je réfute le mot de victoire de la gauche. Le sujet, on a déjà parlé avec Arlette Chabot, pour moi c'était un référendum pour ou contre la République. En tout cas, c'est comme ça que ça a été vécu par une grande partie de l'électorat de gauche. C'était pas une législative pour faire passer le projet du NFP. Le programme du NFP, il était nécessaire parce qu'à un moment, il fallait effectivement présenter une plateforme commune pour être crédible. Mais le vrai sujet, les gens sont allés voter de l'extrême droite à l'extrême gauche par rapport à une question que leur avait posée contre lui-même le président de la République. Voulez-vous le Rassemblement national au pouvoir ou pas? Et la réponse, pour l'instant, elle est très claire. Alexandre Malafaille. Non, mais j'entends ce que vous dites. Je crois qu'effectivement les Français ont voté massivement pour faire barrage et le faire barrage était effectivement un projet qui a obtenu une mobilisation très importante. Mais faire barrage, c'est pas faire projet. Et je le redis et je le maintiens. Le fait d'avoir mobilisé une partie de son électorat à gauche sur un programme qui ne pourra pas être appliqué, je pense que ça va alimenter cette France des colères que l'on retrouvera dans les prochaines
prochaines années. C'est le point d'alerte que je fais, parce que c'est pour le coup une question de façon de faire de la politique qui est depuis des décennies très déceptive et qui petit à petit effectivement nous amène à ce niveau de score. Alex Darmon. Juste 10 secondes, mais dire que c'est un référendum et que hier les Français ont dit en majorité qu'ils ne souhaitaient pas avoir le Rassemblement national, c'est faux. Bon. Mais factuellement, le nombre de voix en France. Un référendum, c'est une question oui ou non. Hier, parce que la proportionnelle n'existe pas dans notre pays, parce que plein de choses, vous avez 10 millions de personnes qui ont voté Rassemblement national, vous en avez 7 qui ont voté Nouveau Front Populaire. Ça franchement, si je puis me permettre, j'entends ce que vous dites, c'est factuellement vrai, mais c'est un argument en trompe-l'œil. Pourquoi le RN a fait 10 600 000 voix? Je pense que pour se compter, il faut regarder les européennes, il faut regarder le premier tour des élections législatives. Pourquoi Alex, le RN, a fait quasiment son score du premier tour? Parce que je mets de côté les 39 circonscriptions gagnées par eux au premier tour, dès le premier tour, ils étaient présents partout. Les autres forces, il y avait nettement moins de candidats Nouveau Front Populaire, nettement moins de candidats ensemble, mais ça a eu comme avantage, comme contrepartie, d'enclencher ce front républicain. Donc le nombre de voix... Les voix sont là tout de même. Oui, mais bien sûr qu'elles sont là. Mais vous avez moins de ensemble parce qu'ils se sont retirés dans 81 circonscriptions. Vous avez moins de gauche parce qu'ils se sont retirés dans 125 ou 127 circonscriptions. Ça me rappelle, et nos auditeurs les plus anciens s'en souviennent, ce qui se passait dans les années 80 ou 90, où un parti communiste qui faisait 3 ou 4% au second tour des législatives pouvait avoir 40, 50 ou 60 sièges. Non, mais on ne peut pas non plus pas considérer la forte poussée du Rassemblement national. Elle est au premier tour. Au second tour, c'est une incapacité à transformer du fait de l'efficacité du front anti-républicain. Front républicain, vraiment. Alors revenons, et on commence par vous, Frédéric Dabi. On va écouter votre analyse sur la réponse à cette question. On va pas repasser Gilbert Bécaud, même si je l'aime beaucoup. Mais et maintenant, je suis le président de la République, je vois les chiffres, je propose à Gabriel Attal de rester encore quelques temps à Matignon, au moins pour gérer les affaires courantes, et je regarde de ce que vous me proposez, les coalitions qui vont émaner de cette nouvelle Assemblée. Et maintenant, que vais-je faire? Qu'est-ce que vous répondez-vous en chiffres, Frédéric Dabi? Alors, je me reconnais une certaine compétence sur l'analyse des phénomènes d'opinion, mais je ne me reconnais aucune compétence de devin, de mage. On ferme le studio. Non, on ferme pas le studio, parce qu'on est très bien ici, toujours bien reçu par Juliette. Mais je tiens à le dire. Juliette Rioufol, et je la remercie de son accueil depuis tant d'années. Mais au-delà de ça, on est dans de l'inédit total. Et c'est en ça que ce scrutin majoritaire à deux tours, il est quand même très très intéressant. On disait c'est un scrutin qui ne donne que des majorités absolues, qui amplifie une victoire de premier tour. Paf, majorité relative en 88, encore plus étriquée en 2022. Et là, aucune majorité. Même si je fais une addition idéale, on va dire, pour le pays, pour que le pays soit gouvernable. On va prendre ensemble LR, divers droite, quelques divers, 4 régionalistes. On est à 220, 230 députés. Même c'est-à-dire que les députés de gauche du Front Populaire, et les députés RN peuvent appuyer en même temps sur le bouton, la trappe s'ouvre, le gouvernement tombe. C'est aujourd'hui. Alors, comme on est sur de l'inédit, je vais peut-être être démenti, il y a peut-être une idée géniale ou un bout de chemin entre les deux falaises, mais ce n'est pas gouvernable en l'état. Nicolas Corato, c'est vous, la gauche, qui êtes au pied du mur, là aujourd'hui. D'abord, je vous remercie. La gauche, c'est moi. Voilà, la gauche, c'est moi. C'est un vous collectif. J'ai pas dit vous personnellement, Nicolas. Non, mais la question, quand on pose la question de l'ingouvernable, c'est quoi gouverner? C'est quoi gouverner? Si gouverner, c'est faire tourner les institutions. Si gouverner, c'est administrer le pays. Si gouverner, c'est faire en sorte qu'il y ait un budget pour faire fonctionner les services publics. Il n'y a pas de problème, je le répète, les institutions sont faites pour que ça ait lieu, même sans majorité. Même sans majorité. Même sans majorité à l'Assemblée nationale. Pardon. Là, les institutions prévoient aujourd'hui le cas d'un budget qui ne serait pas voté par l'Assemblée nationale. Donc il ne faut pas que vos auditeurs et que les Français se mettent à avoir peur. Pourquoi vous voulez nous rassurer? Non, mais je veux pas vous rassurer. Je dis simplement, ça veut dire quoi gouverner? Si gouverner, c'est administrer le pays, le pays sera administré dans les semaines et les mois qui viennent. Il n'y a pas de difficulté. Si gouverner, c'est avoir un projet politique, c'est vouloir réformer, c'est vouloir trouver des clivages, c'est vouloir trouver des coalitions, alors là, effectivement, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais si c'est simplement administrer le pays, et moi, c'est une question que je pose à Frédéric Dabi, est-ce que c'est pas ça aussi dont on peut-être envie les Français, c'est-à-dire d'une certaine manière une sorte de paix retrouvée, de pause,
On en parle depuis très longtemps, de la France fatiguée. Ouais. Et ils veulent que personne n'ait une majorité. Face à la réforme permanente et face à la maltraitance institutionnelle permanente, finalement, un pays qui ne sait plus où il habite. La question, c'est est-ce que la pause dans les réformes n'est pas finalement majoritaire dans ce pays au soir du second tour? Votre opinion, Frédéric, sur la façon J'entends ce que dit Nicolas sur l'apaisement. C'est vrai que les Français sont sous tension depuis si longtemps lorsqu'on les interroge dans des enquêtes qualitatives, donc pas des sondages, mais on les fait parler spontanément sur l'histoire du pays depuis 10 ans. Le mot qui revient le plus, c'est choc. Choc terroriste, choc des gilets jaunes, choc de l'inflation, choc de l'Ukraine, choc du Covid, que j'oublie. Et c'est vrai que l'apaisant. D'un autre côté, et je nuance, j'apporte un complément à ce que vous dites. Moi quand même, je vois monter une frustration, pour ne pas dire une colère, si les Français ont le sentiment que le politique ne joue plus son rôle. Le rôle du politique, c'est changer d'avis, peser sur le cours des choses, transformer. Quid des questions de pouvoir d'achat, d'insécurité, d'éducation, de santé, si rien ne se passe parce que le gouvernement est bloqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué sur un plan technique et par rapport aux attentes des Français de faire rien, simplement de se contenter d'administrer. On va prendre un exemple. Je parle même pas de la fin de vie qui a été effectivement qui est passée à la trappe, mais qui était un beau débat sur lequel il y avait un début de consensus parce que pour le coup, pour une fois, on a inventé une méthode qui a permis quand même de réunir les Français qui sont après un processus délibératif qui sont arrivés à une espèce d'avis qui permettait d'éclairer les travaux du Parlement. Ça tombe aux oubliettes et ça va tomber aux oubliettes pendant un certain temps avec votre approche. La cité comme étant une des réformes qu'il faudrait très vite mais d'accord, mais dans quel cas, pardonnez-moi, laissez-moi terminer. Voilà, mais bon, en attendant, la réforme pour le monde de l'agriculture, il y avait une loi extrêmement importante qui devait être votée, sur laquelle il y a une attente extrêmement forte. Là encore, il va falloir trouver des compromis, et je pense qu'effectivement, cette façon dont que vous décrivez d'administrer le pays ne permettra pas, pour le coup, de répondre à toutes ces difficultés. Oui, Alexandre Darmon, un mot. Non, mais un mot, moi je veux bien qu'on... Et je comprends, effectivement, je pense qu'on a matraqué les gens avec des élections, avec des réformes, et qui sont fatigués. Il va y avoir les vacances, les Jeux Olympiques, ça va faire du bien à tout le monde. Mais enfin, hier, quand vous entendez, je suis désolé, j'insiste là-dessus, parce que la gauche sort première de cette élection, de ces résultats. Quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon, ou d'autres, dire, on va, parce que c'est pas le seul à le dire d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, on va abroger la réforme des retraites, on fait quoi, Nicolas? On l'abroge ou on l'abroge pas, cette réforme des retraites? Je crois que c'est clair, quand on est à gauche, on peut l'abroger. Donc on verra ça après. C'est une réforme. Après la pub, on va faire une pause. Merci, messieurs. On se retrouve tout de suite. Ce sont les débats de l'été. Vous êtes sur Sud Radio. Les débats de l'été Sud Radio. Édition spéciale, les débats de l'été, nous débriefons ce deuxième tour des législatives qui a stupéfait tout le pays hier, qui ne s'attendait pas non seulement au recul du Rassemblement National, qui n'a pas su transformer l'essai, nous dit Frédéric Dabi à l'instant, directeur général de l'IFOP, qui nous a rejoint, qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Thierry. Mais bien sûr qui a stupéfait le pays parce que la gauche ne s'attendait pas elle-même à remporter une victoire symbolique déjà, à défaut d'avoir une majorité sérieuse. Elle a une petite majorité à l'Assemblée de 182 sièges pour le nouveau Front Populaire. Avec nous, Alex Darmon, des Indécis, Nicolas Corato du Place de la République et Alexandre Malafaille de Sinopia, avec nous pour évoquer la question de l'avenir. Maintenant, France ingouvernable ou pas, qui la gauche pourrait-elle proposer, puisque Emmanuel Bompard nous a dit que ça y est, là, aujourd'hui, demain, cette semaine, les états-majors discutent, se voient, négocient. Alors non, on n'utilise pas le verbe négocier parce qu'on n'aime pas ça, ça fait un peu magouille, mais en réalité, c'est pourtant ça qui se passe. Et qui devront-ils proposer ou vont-ils proposer, sont-ils en capacité de proposer avant la fin de la semaine? Nicolas Corato. Alors je vais me permettre de m'échapper un peu du périmètre dans lequel vous m'avez cantonné, parce qu'après tout, vous parlez beaucoup de la gauche en étant de droite, il faudrait quand même que moi j'ai le droit aussi de parler de la droite. Donc vous me qualifiez déjà, d'accord. Non, c'est à vous collectif, c'est à vous générique. Non, moi je suis pas devin, je suis comme Frédéric Dabi et je fais pas le jeu des pronostics. Qui pourrait selon vous? Il y a deux. Quel profil? Moi à mon avis, il y a deux. Le profil, c'est un profil d'abord d'apaisement, c'est un profil de responsabilité, et c'est un profil qui est capable d'en imposer à la fois à nos partenaires européens, mais également au président de la République. Parce que le futur Premier ministre, quel qu'il soit, ça fait de sacrée qualité, aura un vrai rapport de force à gérer avec ce président de la République qui, lui, va être en capacité maximale d'utiliser les institutions qu'il a sous la main. Je vois deux profils qui correspondent à ça. Il y en a un à gauche, qui est celui de François Hollande, ancien président de la République, qui a été
je dirais le mentor entre guillemets malheureux, mais d'Emmanuel Macron, qui a. Vous imaginez l'ironie de l'histoire. Oui, c'est ironique, mais on n'est plus à l'ironie près. Enfin, je veux dire, on est dans une situation et qui a cet art de la synthèse qui peut le permettre de se positionner sur un arc de la gauche, je dirais, assez étendu, qui a aussi, il faut le dire, qui a été le seul homme politique à cantonner Jean-Luc Mélenchon quand il était premier secrétaire du PS. Il a une expérience très très étroite du fonctionnement de Jean-Luc Mélenchon. Et à droite... J'allais y venir, du coup, c'est la poussée, l'éruption de boutons chez Mélenchon et la crise. Mais de toute façon, rien ne sera facile. Rien ne sera facile, puisque vous nous demandez l'impossible, donc je fais l'impossible. À droite, je vois bien un profil comme Jean Castex. Ouais. Qui effectivement est le seul Premier ministre qui a su s'imposer face au président de la République, qui a cette capacité à renouer un dialogue avec les territoires, parce que la France des territoires aujourd'hui, elle fait sécession. Je pense qu'il y a un vrai sujet de ramener ces Français dans le champ républicain et dans le champ du gouvernement. Et donc effectivement, moi je vois un profil comme Jean Castex, qui est aussi un ministre finalement assez pragmatique et qui sait lui aussi dépasser son propre territoire idéologique. On dit beaucoup en ce moment que le président de la République, dans ses consultations, discussions, a rappelé plusieurs fois Jean Castex. Mais écoutez, moi je vois ces deux personnalités qui sont des personnalités suffisamment importantes et apaisantes et rassurantes pour essayer de mener à bien cas un gouvernement d'ici les mois qui viennent. Alors je repose la question, Alexandre Malafaye, Alex Darmon, qui voyez-vous ? Est-ce que les critères évoqués à l'instant par Nicolas Corato vous séduisent ? Pour une fois, on va peut-être devoir choisir des personnalités pour gouverner sur la base de leurs compétences et de leur expérience, ce qui va peut-être nous changer un petit peu depuis ces dernières années. Vous êtes dur avec Gabriel Attal, là. Je suis dur avec la classe politique dans son ensemble parce qu'on n'en est pas là totalement par hasard. Donc à un moment donné, voilà, il faut être capable de faire le job. On l'a pas fait depuis très longtemps. Moi, je me souviens de tous ces remaniements à l'époque de François Hollande où on faisait un gouvernement en une nuit et où on mettait Pierre-Paul Jacques à un tel ministère sans se poser la question de ce qu'on allait faire. Voilà, je veux dire, ça, c'est pas possible. Voilà, Emmanuel Macron, on critique effectivement le RN tout à l'heure à juste titre sur ces brebis galeuses en troupeau, mais quand même, quand Emmanuel Macron arrive un peu de manière imprévue à l'Élysée, voilà, il fabrique 250 députés qui viennent de nulle part. Et on a payé cher l'amateurisme de cette classe politique, y compris sur un plan gouvernemental. On le voit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est face à une situation totalement inédite. Bon, mais il n'y a pas d'autre solution. Non, mais il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher de la compétence. Donc le début, je dirais, de CV dressé par Nicolas Corato tient la route. Il faut quelqu'un qui ait l'expérience gouvernementale, idéalement qu'il ait déjà l'expérience de Matignon, parce que Matignon, rappelez-vous Édouard Philippe, dont tout le monde se glorifie aujourd'hui, ou beaucoup en tout cas, rappelez-vous Édouard Philippe, il a mis 6 mois à prendre ses marques. Parce que Matignon, c'est extrêmement compliqué. Entre l'interministériel, la relation avec le Parlement, la relation avec le président, voilà, si on n'a pas un peu d'expérience, c'est compliqué. Mais il y a un truc qui me fascine dans toutes vos analyses, c'est tout de même que vous privilégiez certes la compétence, mais au fond, peut-être un peu moins vous, Nicolas Corato, vous êtes assez éloigné de l'équation politique. C'est d'abord politique. Mais parce qu'il faut faire le job. Alex Darmon. Qui a Matignon ? C'est une super question. Il faut d'abord avoir l'équation politique avec soi, c'est-à-dire l'Assemblée. Non, on la résoudra pas, mais on a quand même les éléments pour pouvoir s'en approcher. Bon, déjà, peut-être Didier Deschamps, parce qu'il revient lundi après l'Euro, s'il a gagné l'Euro, pour mettre un peu de détente dans le débat. S'il a gagné l'Euro, il arrive à fédérer autour de lui et Didier Deschamps, donc pourquoi pas. Plus sérieusement, la vérité, c'est que moi, je suis d'accord avec ce que dit Nicolas Corato sur le fait qu'il faut avoir un profil qui rassemble plusieurs compétences. Maintenant, François Hollande, j'ai un peu de mal. Il a quand même pas réussi à se représenter en 2017 parce qu'il avait quand même fédéré contre lui ça a été fini hier soir, c'est balayé. Non, attendez. Il a réussi son retour. Non, mais il a pas réussi son retour parce qu'il a été élu député en Corrèze. Excusez-moi. C'est un retour politique. Non, mais très bien. Mais après, il va falloir qu'il réunisse autour de lui s'il veut être Premier ministre. Et c'est ce que j'appelle l'équation politique. C'est un autre niveau. Mais du point de vue de son échec de 2017, c'est fini, c'est balayé. Ah bon, vous trouvez ? Ok, moi je trouve pas quand même que quand vous êtes le seul président de la 5e République, que vous ne réussissez pas à vous représenter, juste à vous représenter à une élection présidentielle, en revenant, en étant député de la Corrèze, là où vous avez vécu pendant 20 ans, vous balayez votre échec. Simplement, sur l'équation politique, la France, pour moi, après je peux me tromper, hein, Nicolas, Alexandre et Frédéric, mais pour moi la France n'a jamais été aussi à droite qu'aujourd'hui. Et donc, vouloir dire qu'on amène... Donc vous plaidez Castex. Non, mais je plaide Castex ou quelqu'un d'autre de droite, je ne sais pas. Et là où Alexandre Malafaye a raison, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il connaisse Matignon. Et en même temps, à gauche, vous avez des profils qui peuvent aujourd'hui aussi rassembler. Je pense à des gens comme Jérôme Guedj, je pense à des gens comme Boris Vallaud, qui sont des techniciens. Mais pas à Matignon. Mais pourquoi pas ? Alors, aucune expérience. Boris Vallaud, c'est pas vrai. Boris Vallaud a été secrétaire général de l'Élysée auprès de François Hollande, justement. Alexandre Malafaye, dans ses débats de l'été, n'a pas répondu ou n'a pas proposé de nom. On y reviendra dans un instant, mais d'abord, une petite pause. Vous êtes sur Sud Radio. Les débats de l'été Sud Radio.
Les débats de l'été Sud Radio. Les débats de l'été, Valérie Expert a pris quelques repos. On lui souhaite le meilleur possible en ce mois de juillet. Très actif tout de même. Nous sommes pour les débats de l'été avec Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP, Alex Darmon, Nicolas Corato et Alexandre Malafaille. Frédéric, la question, c'est l'équation politique à laquelle va être confrontée la personnalité, la personne, la femme, l'homme, qui pourrait être désigné par le président de la République, venu du groupe majoritaire, et donc a priori, au départ, c'est le nouveau Front Populaire. Quelle est l'équation politique pour choisir la personne qui ira à Matignon? Alors c'est le choix du président, même si on sait qu'il est souvent influencé par le rapport de force parlementaire. Jacques Chirac s'invite entre guillemets à Matignon en 86, quand autour de Mitterrand on hésitait avec Chaban-Delmas, voire Giscard d'Estaing. En 93, c'est Édouard Balladur qui est poussé du col. Maintenant, on a quand même des données d'enquête. C'est Jospin. Jospin, c'était très naturel, c'était le chef. Ouais, c'est en ça que la gauche, je fais une petite parenthèse, a eu un handicap par rapport au bloc RN et au bloc de la majorité ensemble. C'est-à-dire que pour eux, c'était clair, c'était Attal. Pour la majorité, c'était Bardella. Pour le RN, la question de qui pour la gauche, avec la présence de Mélenchon repoussoir pour 80% de Français, ça a été très compliqué. Et prenons notre dernière balise IFOP Fiducial pour Sud Radio LCI et Le Figaro qui a été diffusé mercredi dernier. On voit très bien que 80% des Français, et de mémoire 59% des sympathisants de gauche, considèrent que Mélenchon serait un mauvais Premier ministre. Et la hiérarchie à gauche, c'est 1 Glucksmann, 2 Hollande, 3 Ruffin. Je réponds à ce que dit Alex. Recitez-nous les trois. 1 Glucksmann auprès des sympathisants de gauche, 2 François Hollande et 3 Ruffin, et Mélenchon est dernier avec Manuel Bompard. Alors Ruffin, il a perdu ou gagné parce qu'il a dit clairement Mélenchon est un boulet, parce que Mélenchon ne peut pas être notre Premier ministre. Mais c'est ce que pensent, Thierry, les sympathisants de gauche. Je me réfère à une autre enquête IFOP Fiducial pour Sud Radio où on demande s'il est un atout ou un handicap. On n'a pas utilisé le mot boulet qui est un petit peu trivial pour faire gagner la gauche aux élections, et on a quand même 2/3 des sympathisants de gauche qui disent que Mélenchon est un handicap. Donc il y a problème Mélenchon, qui est l'homme le plus riche du cimetière, dans le sens où quand on est sur une simulation présidentielle, il a un socle très très fort, mais dans l'incapacité d'élargir. Maintenant, par rapport à ce que disait Alex Darmon, François Hollande, on ne va pas revenir sur son mandat. D'ailleurs, il y a une petite relecture beaucoup plus favorable a posteriori, quand on voit ce qu'il a fait avec les bateaux qu'il a refusé à donner à la Russie, quand on voit ses velléités d'intervenir en Syrie en 2013. Si Obama l'avait quand même suivi, peut-être qu'on aurait évité, et même sûrement 2015 les attentats. Donc vous défendez Hollande? Non, je défends pas, je dis ce que nous disent les Français, et dans notre baromètre IFOP Fiducial pour Sud Radio et Paris Match, ça fait maintenant quelques mois qu'il est premier à gauche. Ouais. Alors, des sympathisants de gauche. Vous avez cité François Hollande. Tout à l'heure, Mathilde Panot est revenue en disant il n'est pas disqualifié, Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas disqualifié, mais du coup, c'est l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine. Là, parler d'éléphant pour un anti-PS, c'est pas mal. Mais c'est la figure imposée, mais personne n'y croit. Objectivement, personne n'y croit. Oui, mais lui, c'est une figure imposée. Et lui va imposer quelqu'un. Mais personne ne peut imaginer que Jean-Luc Mélenchon soit la personnalité proposée par le NPF pour aller à Matignon. Personne. Mais vous n'empêcherez pas. Il n'y aura pas de candidat proposé par le NFP. Si vous dites que personne ne peut imaginer, au sein même de la France Insoumise, encore ce matin, Mathilde Panot qui dit qu'il n'est pas disqualifié. Je vous dis pas qu'il est qualifié, je vous dis pas qu'il va être automatiquement nommé. Mais moi, je pense qu'au sein de la France Insoumise, et en même temps, c'est normal, c'est leur leader. Certains, beaucoup, vont militer pour que Jean-Luc Mélenchon soit le candidat naturel du nouveau Front Populaire. Ce qui veut bien dire qu'il y a un problème au sein de ce Front Populaire. Je vous livre une petite réflexion, qui est comme ça, lâchée au cours d'une interview par Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. On a bien vu Mathilde Panot monte au créneau et Bompard de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il dit Bompard ce matin? Il dit oui, on pourrait s'entendre au sein du nouveau Front Populaire. On pourrait s'entendre par consensus entre état-major, entre députés, mais pas de vote. Vous voyez, ils n'aiment pas le vote, la France Insoumise. Pas de vote. Non, pas de vote. Vous n'avez pas de vote au sein du Front Populaire. Vote qui avait été demandé, c'est-à-dire tout le groupe. Au sein du groupe, on pourrait choisir de désigner le futur Premier ministre. Bompard, qu'est-ce que ça cache, ça? Est-ce que c'est pas la nouvelle entourloupe pour imposer Jean-Luc Mélenchon? Vous rappelez quand même que le soir du 9 juin, on a dit que la gauche allait exploser, le Front Populaire est né le lendemain. On a dit ensuite que le Front Populaire ne trouverait
trouverait pas de programme commun. Il vous plaît pas, mais il y a un programme commun. On a dit ensuite qu'ils ne s'entendraient pas sur les circonscriptions. Ils se sont distribués les circonscriptions. Il y a eu un candidat unique partout. Moi, il faut faire confiance à cette équipe. Donc vous avez confiance pour que ce soit Mélenchon, quoi. Vous êtes en train de dire. Justement, je viens de vous dire le contraire. Et donc, je pense vraiment là-dessus que normalement, il y aura un nom qui sortira du chapeau et qui sera un nom qui fera consensus. Bon, Alexandre Malafaille. Et ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas aller à Matignon. Jean-Luc Mélenchon, il joue 2027. Voilà, il est absolument persuadé qu'il se retrouvera en 2027 face à Marine Le Pen, ou avant si Emmanuel Macron démissionne, et qu'il l'emportera, parce que de toute façon, c'est lui et rien d'autre. Voilà, c'est sa stratégie, c'est tout ce qui illustre sa façon de faire campagne, ses prises de position, j'interviens à 20h05, etc. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, si on revient à des sujets sérieux, parce que là, pour le coup, c'est sérieux, mais c'est attendez, vous êtes en train de vous défiler parce que vous non, mais je vais vous dire. Je reviens le profil, effectivement. Il faut de la compétence gouvernementale, idéalement quelqu'un qui a été Premier ministre. Il faut une bonne connaissance du pays. Ça, vous l'avez dit. Mais il faut connaître le pays et les Français. C'est un sens politique, quelque chose quelqu'un qui a aussi une connexion à l'Europe, parce qu'il va falloir faire effectivement de la politique avec l'Union européenne. Parce ça, c'est les données de l'équation du coup. Et les données de l'équation. Alors donc, effectivement, les noms que vous avez cités sont bons. Il y en a un aussi. Alors, il est un peu moins dans le paysage, mais il a toutes les cases cochées, si je puis dire, c'est Bernard Cazeneuve. Voilà. Et qui, en plus, lui, a pris des positions intéressantes pendant le début de cette séquence post-élection européenne, où justement, il disait, en aucun cas avec les Insoumis, parce qu'à un moment donné, il faut être clair, il faut avoir une colonne vertébrale, et c'est vrai que globalement, il est capable, il a tout occupé, et il a cette espèce de profil de sérieux au sens politique qui peut être rassurant. Maintenant, il n'imprime pas. On est d'accord. Cazeneuve ou Hollande, ça va déclencher l'ire de Jean-Luc Mélenchon. Je partage votre point de vue, Thierry. Cazeneuve et Hollande, c'est des chiffons rouges, si je puis dire, pour la France insoumise, puisque la construction de cette gauche radicale se fait en rupture avec le quinquennat Oni, Dixit les Insoumis, de François Hollande. Mais vous voyez, je trouve ces débats très très intéressants, mais qu'est-ce qu'on est loin des préoccupations des Français? Qu'est-ce qu'on est loin de leur vie? Il y a une information que Sud Radio est un des rares médias à avoir beaucoup traité, c'est 12%, 11% et demi d'augmentation du prix du gaz au 1er juillet. Enfin, il y a, et je partage ce qu'a dit tout à l'heure Nicolas, le pays est quand même fatigué, sous tension, pas parce qu'on a voté 3 fois en un mois. Les Français ont bien saisi le sens du vote, et on ne l'a peut-être pas dit, j'étais pas là avant, mais la très bonne vitalité démocratique. Les élections britanniques, c'est 32% de participation. On est à 67%. Bon, mais alors, vous n'avez pas testé à l'IFOP, peut-être l'avez-vous fait, Clémentine Autain, François Ruffin, comme potentiel Premier ministre, Ruffin mais Olivier Faure, et puis il y a un nom en ce moment qui revient, qui a été cité déjà une fois par Glucksmann à un moment donné, tout le monde a dit c'est ridicule, puis lui-même surtout a dit non, ça me concerne pas, et là il est à nouveau de retour dans les discussions d'état-major depuis hier soir, c'est Laurent Berger, l'ancien patron de la CFDT. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Corato? Il y a un réflexe quand on trouve pas d'accord sur du personnel politique d'aller chercher à gauche les figures syndicales. Et ça marche. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que la première manifestation après le 9 juin a été organisée par des syndicats et non pas par des partis politiques pour appeler à la mobilisation contre le Rassemblement national. Donc le regard de la gauche vers le monde syndical est toujours très important. C'est la société civile. Vous ne croyez pas à quelqu'un de la société civile? Mais c'est ce que je vous dis depuis le départ. Je pense que cette élection, elle est aussi marquée par le fait que la société civile s'est emparée de son destin, et c'est au niveau de la société civile que les débats ont eu lieu et que le vote s'est structuré dans les familles, dans les associations, dans les entreprises, et que c'est à ce niveau-là qu'effectivement les choses se sont faites et se sont cristallisées. Donc pourquoi pas un personnage ou une personnalité comme Laurent Berger? Pourquoi pas? Bien entendu. Je pensais que vous parliez d'Aurore Berger, j'étais beaucoup plus critique sur le sujet. Aurore Berger de la majorité qui aujourd'hui a commencé à discuter avec des LR, vous voyez, donc elle vient de là, elle vient de chez les LR. Alors Laurent Berger, ça s'écrit pas de la même façon d'ailleurs, Berger et Berger ER. Il a dit qu'il voulait pas y aller, Laurent Berger. Après, là on peut spéculer sur le nom, sur plein de noms, dire ce qu'on veut, mais à la fin c'est Emmanuel Macron qui appellera un Premier ministre qui se mettra d'accord avec une majorité, et donc je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Il appellera parce que le groupe majoritaire lui aura quand même suggéré. Le groupe majoritaire pour le moment il n'est pas affiché complètement. Enfin, il faut que demain le nouveau Front populaire se mette d'accord sur un nom, sur un malgré tout un semblant de programme, et aujourd'hui c'est pas affiché complètement. Et vous savez, avec Emmanuel Macron on n'est jamais au bout de nos surprises. Parce mais je crois que les Français sont fatigués des surprises d'Emmanuel Macron. Il fait toujours l'inverse, où là on l'attend pas. Et moi je pense qu'il y a un nom qu'on oublie un peu, parce qu'on dit un technicien, on dit un politique, on dit quelque chose, et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que la France n'ait jamais été à droite, aussi à droite, non mais je vais peut-être Sarkozy faire hurler tout le monde, mais Jean-Louis Borloo. Vous savez, Jean-Louis Borloo c'est quelqu'un qui est très proche d'Emmanuel Macron,
C'est très proche, mais il a été très humilié. Il a été humilié par... Non, attendez, mais il a été humilié, mais depuis l'humiliation est passée. C'est-à-dire qu'il se revoit énormément, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron... Non, mais vraiment énormément, il se consulte, et il consulte énormément Jean-Louis Borloo, et demain, peut-être que pour un gouvernement temporaire, un gouvernement de techniciens, ou pour expédier les affaires courantes, comme on disait, quelqu'un qui puisse fédérer et essayer d'apaiser un peu le pays, Jean-Louis Borloo, c'est un nom qui peut revenir s'il lui accepte. Je pense que ça sera à lui d'accepter. Voilà 2 noms suggérés ce matin sur Sud Radio qui ont du sens, Laurent Berger ou en effet Jean-Louis Borloo. Alexandre, mais surtout d'abord peut-être Frédéric Dabi, l'équation politique autour de Laurent Berger. Vous en pensez quoi? Laurent Berger, il a connu un bond de notoriété pendant la réforme des retraites. D'ailleurs, en notoriété et en popularité, il a supplanté le leader de la CGT, Martinez. Maintenant, vous savez, les Français sont très cartésiens. Ils opèrent une distinction très nette entre sphère syndicale et sphère politique. D'ailleurs, quand Jean-Luc Mélenchon voulait se mêler de reprendre, de récupérer le mouvement social contre les retraites, dans toutes nos enquêtes, il faut fiduciales pour Sud Radio, on voyait que c'était les syndicats qui avaient plus de confiance que les partis politiques de feu, la NUPES. Donc, Laurent Berger, pourquoi pas? Il sera pas très connu des Français, mais Madame Borne ne était pas plus. Jean Castex était complètement inconnu. Mais moi, vous savez, je pense que les Français, je me permets de parler pour eux, mais je ne les représente pas, mais en fait, à travers ce que je vois de leurs discours, de leurs préoccupations, ne sont pas sur une logique de casting. Ils sont sur une logique de résultat. Qu'est-ce qui fait que Gabriel Attal va quitter Matignon, non pas en état de grâce, mais avec une vraie popularité? Les Français ont eu l'impression qu'il a essayé de changer les choses. Ouais. Qu'il a essayé, notamment avec le passage à l'éducation nationale, de peser sur leur quotidien. C'est ça que les Français veulent. L'affaire de la Baïa est déterminante de la popularité de le harcèlement, de tout ce qui a été fait. Et puis, à Matignon, alors ça n'a duré que 6 mois, il a été aussi en campagne électorale, mais il sort vraiment avec des galons d'homme d'État. Ouais. Eh ben on va se retrouver dans un instant. D'abord de la pub sur Sud Radio. Vous êtes avec nous, ce sont les débats de l'été. À tout de suite. Les débats de l'été Sud Radio. Les débats de l'été Sud Radio. Allez, c'est parti pour cet dernier épisode ce matin de cette édition spéciale débrief, deuxième tour des législatives sur Sud Radio avec ce débat de l'été avec Alex Darmon, Nicolas Corato, Alexandre Malafaille et Frédéric Dabi de l'IFOP. Nous étions sur la problématique du profil, du casting pour Matignon. Il y a alors Laurent Berger, vous, Alexandre Malafaille, vous y croyez la société civile ou pas? La compétence. En fait, je pense que ça fait partie des personnalités qui sont extrêmement intéressantes pour composer un gouvernement, mais pas pour Matignon. En revanche, parce que je le redis, il faut de la compétence, il faut des qualités que n'a pas Laurent Berger, n'ayant jamais été ministre. Et arriver à Matignon du jour au lendemain dans le contexte actuel, ce sera très difficile. Et donc on risque de pédaler dans la semoule pendant des mois, ce qui n'est pas satisfaisant. En revanche, le mettre sur un ministère du type le travail, par exemple, pour envoyer un message et pour rassurer, pour apaiser, c'est bien. Mais de toute façon, tout ça sera déterminé par le choix du prochain Premier ministre par l'une des formations qui pensera pouvoir le proposer, et ça va de toute façon poser un vrai problème au nouveau Front Populaire, parce que je ne pense pas qu'en l'état actuel cette alliance-là soit capable de s'entendre sur un nom. Je vois pas comment dans la durée on peut garder dans une même formation politique des gens qui vont de François Hollande à Raphaël Arnaud. Il y a un problème de fond à mon avis qui est posé, un problème de valeur qui est posé, et je pense qu'il faudra que ça explose, et tous les gens de gauche vous le disent en off, ça va sauter, c'est une question de jour. Alors il y a 2 personnages dont j'aimerais bien qu'on parle pour clore cette matinée, cette édition spéciale débrief des législatives. C'est Édouard Philippe, d'une part, qui se situe encore dans la majorité, ex-majorité présidentielle, et puis c'est aussi Éric Ciotti. Mais commençons par Édouard Philippe, dont certains nous disaient hier soir, finalement, c'est un échec pour lui. En plus, Gabriel Attal, s'émancipant, a pris le leadership de ce qui reste de la Macronie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Nicolas Corato? Force est de constater qu'Édouard Philippe, avant même la dissolution, n'avait pas réussi à s'imposer réellement comme une alternative pour 2027 ou un successeur ou quelqu'un qui allait reprendre la Macronie. Non mais manifestement, Édouard Philippe, avec un côté très jupéiste, c'est-à-dire d'une certaine manière, je suis là, je suis en réserve de la République, venez me chercher. Finalement, personne n'est vraiment venu le chercher. Et Horizon, c'est plutôt une occasion manquée de créer un parti politique qui rassemble et qui restructure la droite. D'un autre côté, effectivement, on voit bien que il n'a pas pu peser dans cette élection. Il aurait dû se présenter.
regardez ce qu'ont fait les autres. Regardez ce qu'a fait Attal. Gabriel Attal, il s'est présenté. François Hollande s'est présenté. Il y a un certain nombre de grandes figures qui ont compris que c'était dans cette Assemblée nationale que 2027 se jouerait. De Laurent Wauquiez, effectivement, est revenu dans la partie nationale. Donc, oui, Édouard Philippe, il s'est lui-même mis en retrait. Cette position très avantageuse de celui qu'on vient chercher, et je ne suis pas persuadé qu'ils seront très très nombreux à venir vers lui. Édouard Philippe, en délicatesse. Oui, je suis d'accord, il ne s'est pas présenté, et puis même son aide n'a pas été d'une très grande aide pour les candidats, en l'occurrence, qu'il est venu défendre. Et puis, Édouard Philippe, il est mis en marge par la Macronie, mais il est aussi mis en marge, il faut le dire, par les LR. Et on va parler des LR, de Ciotti, de qui vous voulez. Mais les LR, hier, ils font plus que résister. Hier une soixantaine avec les divers droites de députés. C'est quand même beaucoup, en sachant que leur patron, leur président, est parti au début de ces élections législatives pour faire alliance avec le Rassemblement national. Et je peux vous le dire ce matin, je pense, on parlait du rôle du Premier ministre, de qui allait être Premier ministre. Emmanuel Macron a tendance à plus se rapprocher des LR que de l'autre côté. On peut même vous dire qu'il va rencontrer, dans les heures qui viennent, il essaye de rencontrer Laurent Wauquiez, Gérard Larcher, Valérie Pécresse, de mettre tout le monde autour d'une table. De votre nez, ça. Je vais pas vous le dire d'où. Mais en tout cas, je peux vous le dire, il va essayer de les rencontrer dans les heures qui viennent, en organisant un déjeuner, un dîner. Le problème, c'est qu'il faut qu'il aille vite, puisqu'il part demain pour le G7. Quand Alex Darmon nous amène des scoops. Eh bien, vous verrez qu'il essaie de les rencontrer pour essayer de mettre tout le monde autour d'une table. Le problème, c'est que quand vous entendez hier Laurent Wauquiez, je veux bien qu'il le rencontre, mais je ne sais pas pourquoi faire. Même s'il fait carton plein, Ensemble et LR et divers droites, ça fait 220, 230 députés. On est à des années-lumière de la majorité absolue. Il manquait 11 sièges à Michel Rocard, il en manquait une quarantaine à Elisabeth Borne et à Gabriel Attal. Quand on dépasse 60, là, on 70, on ne peut rien faire passer. Donc, le budget avec un 49.3. 2, on est comment dire, sous le feu de possibles motions de censure. Et puis 3, le pays est relativement paralysé. Alors, sauf sujet consensuel. J'ai bien aimé ce que vous avez dit sur la fin de vie. Je pense que c'est un sujet qui peut passer, mais complètement, même dans les blocs. C'est le sujet le plus consensuel. C'est une réforme, mais c'est pas une gestion du pays, ça. Oui, ça intéresse beaucoup les Français. C'est le sujet qui nous concerne tous autour de la table, quelles que soient nos différences. Mais voilà, on ne fait pas un fin de mandat, une législature sur des thèmes sociétaux, sur des thèmes consensuels. Il ne faut pas oublier que malgré cette précédente législature extrêmement tendue, beaucoup de textes ont été votés à l'unanimité, avec une majorité nette. Mais on va retenir surtout les moments de friction et de tension. Et Alexandre Malafaille, Édouard Philippe. Les Français ont la mémoire. Puis vous savez, pour beaucoup d'entre eux, ils doivent se dire, un peu comme disait Einstein, qu'il ne faut pas compter sur les gens qui ont créé des problèmes pour les résoudre. Ils se souviendront que c'est l'homme des 80 km/h, que c'est l'homme qui a fabriqué les gilets jaunes. Ça laissera une trace. Il a une grande cote de popularité, Frédéric. Ouais, mais si vous voulez, à un moment donné, ils ont tous une popularité quand ils prennent du recul et du champ. Et puis quand ils reviennent sur le devant de la scène, à un moment donné, ça. Voilà. Moi, j'y crois pas beaucoup, mais après tout, c'est pas à moi de définir. Ce sera intéressant d'observer. Moi, ce que je retiens de son passage au pouvoir, c'est sa façon de faire. Et ce que j'observe aujourd'hui, quand on parle un peu avec son entourage, ça reste quelqu'un qui fonctionne de manière très solitaire, avec un tout petit groupe de gens avec qui il travaille, tout petit. Il est même pas en connexion ou en corrélation avec ses parlementaires. Donc, il y a un problème de méthode, là encore. C'est pas avec des gens profil Juppé, à mon avis, qu'on arrivera effectivement à faire le job en 2027. Alors, est-ce que l'équation Ciotti, ça a fonctionné, Frédéric Dabi ? Dans un sens, oui, à titre personnel pour lui. Il a été élu plus nettement qu'en 2022. Il arrive avec entre 15 et 20 députés. Il peut faire un groupe. Alors moi j'ai dit. Mais il n'a pas permis au Rassemblement national de gagner. C'est clair. Alors il a été plus. C'est une victime collatérale du Front républicain. Ses candidats ont été battus comme les autres candidats RN. Alors. Maintenant, je ne vais pas juger sa décision, mais très clairement, il a pris une décision politique. Il a tranché le nœud gordien, parce qu'une partie des LR regarde vers le RN, l'autre partie vers la Macronie et le canal historique. Mais effectivement, en termes quantitatifs, le groupe LR avec les divers droites sort plus renforcé qu'il ne l'était en 2022. Et une fois de plus, on avait dit que les députés LR réélus en 2022 étaient des warriors, entre guillemets, c'est-à-dire des survivants. Là, c'est plus que jamais le cas des survivants. Merci, je suis pas très bon en anglais, comme vous le savez, donc désolé. Mais effectivement, LR peut être le parti pivot, peut être le parti radical de la Troisième République, autour duquel peut se construire cette fameuse majorité minoritaire qui pourrait permettre de débloquer la situation. Alex Darmon, vous nous avez annoncé que le président de la République allait chercher à discuter avec Wauquiez, par exemple, pas avec Ciotti. Ciotti, hier, c'est un échec ou c'est une réussite ? Ce que vient de dire Frédéric est très clair.
c'est une réussite pour lui, c'est un échec pour son rôle de président et collectif dans la démarche pour les Républicains. Vous vous rendez bien compte quand même que hier soir, les Républicains réunissent plus de députés que sous l'ancienne législature, avec sans leur président, sans Éric Ciotti, qui est parti avec une candidate, je crois, qui est toujours président. Qui est toujours président jusqu'à quand, je ne sais pas. En tout cas, non, mais là où les LR hier ont réussi à survivre tout seuls. Alors, il y en a qui vous diront ils ont fait des accords, et ce qui est vrai, d'ailleurs, avec l'ex-majorité présidentielle. Mais aujourd'hui, les LR, dans le grand public, quand vous en parlez, les LR ont réussi à résister tout seuls en ayant un nombre de députés important, presque aussi important, voire peut-être plus, je sais pas, il faudra voir, que le Parti Socialiste, qui a été obligé, lui, de s'allier et de créer une coalition dans le nouveau Front Populaire pour survivre. Mais est-ce que Éric Ciotti peut pas arguer du fait que finalement c'est les erreurs de Jordan Bardella, les différentes... Non, mais c'est les désistements, c'est pas les erreurs de Jordan Bardella. Enfin, si Jordan Bardella a fait des erreurs, c'est clair, il a crié victoire bien trop tôt, et il aurait peut-être mieux fait de travailler un tout petit peu plus, travailler à des alliances, à une construction programmatique et à des candidats crédibles, ce qu'il n'a pas fait. Mais après, c'est juste, ça a été très bien expliqué, les désistements aussi qui ont fait que les partis hier, dits républicains, ont devancé le Rassemblement national. Nicolas Coraton. Mais au-delà du choix politique, il y a une aventure personnelle dans ce qu'a fait Éric Ciotti. D'ailleurs, sur Twitter, il y avait un mot très humoristique hier soir. Il disait Éric Ciotti annonce qu'il se rallie au LR, mais ça veut tout dire. On voit bien effectivement où se situe l'homme. Un point quand même, moi, que je fais un parallèle avec un autre profil, c'est Monsieur Dupont-Aignan, qui avait rejoint, vous vous souvenez, Marine Le Pen entre deux tours à l'élection présidentielle et qui hier soir a été battu. C'est-à-dire que c'est peut-être ça aussi le destin d'Éric Ciotti, c'est à un moment de sortir aussi de l'échiquier politique, parce que manifestement son aventure personnelle tourne court. Enfin, il tient bien sa circo, il est solide dans les Alpes-Maritimes. Oui, c'est clair. Oui, il a fait un choix, effectivement, qui est un choix très de politique locale. On peut imaginer qu'il a des arrière-pensées, notamment sur la mairie de Nice, et que ceci le motive. Et c'était une bonne manière, effectivement, de prendre date pour l'avenir. Après, on verra si ce genre de bascule politique sont annonciatrices de quelque chose de plus important. Voilà, on verra en 2027 où on en est, ou avant s'il y a une dissolution. Ce qui est certain, c'est que pour ce qui est des LR, il y a eu une prise de position qu'on peut quand même considérer comme étant courageuse, en disant voilà, nous on a des principes et des valeurs, on s'y tient et on les lâche pas. Voilà. Et si je puis dire, quoi qu'il en coûte. Et le quoi qu'il en coûte, effectivement, finalement, a payé, parce que il se retrouve avec un score qui est honorable. Moi, j'aurais aimé, effectivement, dans une logique symétrique, que le Parti Socialiste fasse la même chose, sans effectivement se mésallier avec les Insoumis. J'aurais trouvé effectivement assez glorieux. C'était, là encore, je le redis, c'était la ligne de Bernard Cazeneuve, juste après les élections européennes, pour dire notre ligne social-démocrate doit être celle sur laquelle on investit. Et là, il y avait effectivement peut-être un boulevard sur lequel il fallait s'engouffrer pour prendre rendez-vous avec l'avenir. Je parle bien de prendre rendez-vous avec l'avenir. À court terme, de toute façon, c'était plié. Mais l'avenir est beaucoup plus important, et je crains qu'en fait, beaucoup d'alliances un peu contre nature laissent des traces profondes, parce que les Français ne sont pas des poissons rouges. On arrive au bout de cette émission. Frédéric Dabi, à vous la conclusion, les heures qui viennent, les jours qui viennent, le déroulement institutionnel. Ça nous donne quoi? On est passé de la dissolution insensée à une période complètement inédite, mais d'un autre côté, je cite la phrase de Michael Darmon, qui la prononce souvent et qui vient souvent ici: on est dans le quinquennat de l'inédit, le premier comme le deuxième, tout reste à écrire, mais en tout cas, ne négligeons pas l'impatience et une forme de frustration des Français. Si le gouvernement est complètement bloqué, 16 mois sans gouvernement comme en Belgique, c'est impossible en France. Voilà, c'était la version estivale des grands débats de l'été, sans Valérie Expert, Thierry Guerrier, votre serviteur. On se retrouve demain à 10h. Je voudrais remercier Juliette Riofol et Maxime Tsena qui m'ont accompagné, John, ce matin. Et puis, on se retrouve demain à 10h, et dans quelques instants, ce sera la suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.